Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire ce matin du Hub des prescripteurs bas carbone sur la rénovation. On est pour l'instant une petite centaine connectés. On va attaquer dans 2-3 minutes. Merci pour votre patience. Et on attaque. Bonjour à tous et à toutes pour ce webinaire IFEB Carbone 4 du Hub des prescripteurs bas carbone. Alors ce matin, on est très heureux de vous avoir tous en ligne. Vous êtes presque 300 et il y en a d'autres qui vont rejoindre dans les quelques minutes qui viennent. Pour attaquer un sujet très important, le Hub du prescripteur bas carbone rentre dans une séquence très importante dans les semaines qui viennent et a déjà commencé grâce à votre travail collectif, grâce à cette intelligence collective du Hub du prescripteur bas carbone. On va entreprendre de réfléchir tous ensemble à la rénovation. C'est quoi l'empreinte carbone de la rénovation? Vous le savez, c'est un enjeu majeur de la transformation du parc bâtimentaire français, la rénovation. Voilà, et on a une jonction un peu contradictoire. Il faut rénover le bâtiment pour obtenir une meilleure performance d'exploitation, une meilleure performance carbone de l'exploitation. Et en même temps, quand on rénove, bien entendu, on engage de la matière, donc on engage du carbone. Voilà. Donc, est-ce que l'un compense l'autre? C'est le cœur du sujet des travaux que nous menons tous ensemble. Je dis bien nous parce que le principe du Hub bas carbone, des prescripteurs bas carbone, vous le savez, c'est l'intelligence collective. Donc, votre travail, votre écoute, vos retours, les ateliers. Ce matin, 4 ateliers, 4 projets qui vont être analysés, nous permettent collectivement de parvenir aux meilleures conclusions. Voilà. Et donc, on va avoir cet aller-retour, comme toujours dans notre méthodologie, entre la théorie, d'une part, et puis les objets pratiques qui vont nous permettre d'asseoir la théorie sur des exemples concrets. Voilà, il y a déjà des premières choses qui se dessinent. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Et on voit très bien ce qu'on va pouvoir déjà commencer à sortir comme conclusion intermédiaire. Il y aura bien sûr d'autres travaux dans les mois qui viennent. Et on sent déjà la capacité du Hub des prescripteurs bas carbone à éditer des conclusions assez déterminantes sur ce sujet très important et, comme vous le savez, ultimement, à inspirer la réglementation. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec les équipes de Carbone 4 et d'IFEB qui, une fois de plus, ont fait un très bon travail et vont vous présenter ce matin les premiers travaux. Et merci beaucoup à tous les porteurs de projets sur lesquels nous ne saurions rien, tous ces porteurs de projets qui travaillent d'arrache-pied et qui nous permettent d'aboutir à des conclusions intéressantes pour l'ensemble de la communauté. Merci à tous et bon travail. Merci Laurent. Et sans transition aucune, vous avez vu, il y a même des effets spéciaux. On va vous proposer d'attaquer, on va faire pas mal de remerciements ce matin, comme on le fait toujours, parce que rappelons que le Hub des prescripteurs bas carbone, c'est avant tout une aventure humaine. On a des dizaines et des dizaines d'acteurs qui avaient beaucoup d'humilité et beaucoup de transparence, partage des difficultés, des questionnements, des interrogations. Et donc, on va beaucoup remercier les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, qui se prêtent à cet exercice qui n'est pas simple. Surtout les maîtres d'ouvrage, tout à l'heure, qui vont nous prêter des projets, où, avec beaucoup d'humilité et de transparence, ils nous ont dit voilà, c'est intéressant de partager avec la communauté un peu mes interrogations, et puis mes intentions, mes ambitions pour les opérationnaliser. Et aussi, évidemment, on s'auto un petit peu félicite, on n'a pas le choix. Donc, je voulais quand même saluer l'ensemble de l'équipe qui travaille au quotidien dans l'animation des travaux du Hub. Je vais commencer par nos amis de Carbone 4, où je salue évidemment Nathan, qui est un historique de l'étape, qui est peut-être le plus vieux d'entre nous, en fait, dans les travaux du Hub. Paco, aussi, qui nous a rejoint depuis un an et demi, maintenant, peut-être 2, je ne sais plus. Et puis Eugénie aussi, qui nous a rejoint et qui interviendra dans quelques instants, qu'on salue chaleureusement, et qui est venue un peu nourrir notre expertise, notre dynamisme. De notre côté, je salue évidemment Émilie, qui commence à faire partie des anciennes de l'équipe du Hub, et Guillaume Meunier, qui lui est un peu plus récent, et du coup j'en profite pour saluer Guillaume, qui a rejoint l'aventure du Hub beaucoup plus récemment. Et du coup, Guillaume, je te laisse la main, tu peux peut-être en 2 mots te présenter, puis après, je te laisse nous donner un peu le programme et le menu du jour.
Bonjour à tous. Je suis arrivé, oui, juste après les vacances pour travailler sur le hub. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis à la fois architecte et ingénieur. Donc, je me permettrai d'ailleurs de prendre la casquette parfois technique de l'ingénieur, mais vous verrez dans les messages clés, il y a aussi la casquette de l'architecte qui me tient beaucoup à cœur. Aujourd'hui, ça va être un séminaire assez dense, donc on a 2 heures et on va bien faire les 2 heures. Malheureusement, la variable d'ajustement, ce sera le temps qu'on pourra passer à répondre aux questions-réponses. On va commencer, parce que c'est important, faire un contexte macro, parler de pourquoi la rénovation avec les grands enjeux, la stratégie nationale bas carbone, et c'est Eugénie qui commencera dans quelques minutes. Ensuite, le cœur du sujet, c'est les 4 projets sur lesquels on a tous travaillé d'arrache-pied depuis presque plus d'1 an, et peut-être le cœur des enseignements, les grands messages clés qu'on apprend de tout ça. Et sans plus tarder, on poursuit. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le hub des prescripteurs bas carbone, le hub a pour but d'essayer de faire apprendre et de faire comprendre les enjeux du bas carbone, de lever les leviers, et on essaye d'impacter le plus positivement possible. Par exemple, l'exemple de tout trouver, c'est de la rénovation. Personne n'a vraiment étudié à fond le sujet de la rénovation sous l'angle du carbone, et on a le premier webinaire pour en parler. Je ne vais pas citer tous les membres, hein. Vous avez la trentaine de maîtrises d'ouvrage et 60 maîtrises d'œuvre avec des membres qui nous ont rejoints assez récemment. Donc, un grand merci à tous, parce que tous les membres sont précieux, et un merci plus particulier peut-être à ceux qui ont travaillé d'arrache-pied sur les sujets de la rénovation. Christophe, un petit mot. Tout à fait, j'étais en train de me laisser bercer par tes paroles. Pour ceux qui suivent les travaux du Hub, historiquement, le Hub a beaucoup travaillé en anticipation de l'Aéro 2020. Hein, c'était un peu un camp d'entraînement de l'analyse de cycle de vie, où on questionnait il y a 3-4 ans maintenant, je crois qu'on a lancé le Hub en 2019, hein, finalement comment l'analyse de cycle de vie va un peu reconfigurer les pratiques immobilières. Et depuis que l'Aéro 2020 a été introduit, maintenant sur le sujet du neuf, on est plutôt dans un exercice de monitoring, c'est-à-dire qu'on traque comment optimiser chaque euro investi pour aller le plus loin possible en décarbonation. Inutile de vous dire qu'on révèle des leviers architecturaux, des leviers techniques. Enfin voilà, si vous voulez en savoir plus, rejoignez les travaux du Hub. Mais en tout cas, voilà un peu l'ADN maintenant du Hub sur l'Aéro 2020, avec toujours un observatoire. Hein, on collecte des analyses de cycle de vie qui sont partagées par les membres du Hub, et des retours d'expérience, des études de cas où on essaye de scruter comment on fait pour réussir le futur 2028-2031, avec toujours cette espèce d'obsession des euros et du carbone. Et là, la grande nouveauté, depuis fin d'année dernière, début d'année, c'est qu'on a souhaité en fait vraiment prendre à bras le corps le gros du sujet finalement, qui est la rénovation. Et donc pour ce faire, vous allez le voir, on a eu, comme on aime bien le faire, on n'a pas théorisé des projets, on n'a pas fait des grandes réflexions, on a pris des vrais projets dans la vraie vie, et on va vous partager aujourd'hui les premiers enseignements qu'on a pu avoir. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les travaux qu'on a menés, on va le voir sur la slide juste après, ont été extrêmement riches. Et donc, plutôt que faire un webinaire où on parle extrêmement vite et on passe extrêmement vite tous les slides, même si on aime bien les webinaires comme ça, on s'est dit qu'on allait plutôt essayer de feuilletonner un peu. Et donc, on va vous proposer 3 séries de webinaires. Et là, vous assistez au premier aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt prendre du recul sur les enjeux de la rénovation et vous allez découvrir les 4 projets qu'on a étudiés. Vous allez découvrir les premières réflexions qu'on a eues quand on a compté, comment on a compté, les difficultés qu'on a eues. Les retours d'expérience, on a vu des sujets de fiscalité, on a vu des sujets de comptabilité. On a eu du mal à compter, c'est difficile de compter, notamment l'existant, on va en rediscuter. Et on va vous partager tout ça avec des premiers enseignements, des premières priorités, des premiers leviers. Ensuite, on vous proposera un second webinaire en février 2024, où là, vous découvrirez un scénario qu'on a étudié, qu'on avait appelé budget limité. Vous savez, c'est le scénario où on dit, si l'argent n'était pas une contrainte, est-ce qu'on n'aurait pas pu aller plus loin? Bon, en général, on n'est pas sur vraiment un budget limité, mais en tout cas, ça révèle des leviers de décarbonation. Et là, on commence à questionner un petit peu toujours cette équation euro investi versus gain carbone avec la problématique de la réno, parce qu'on gagne du carbone sur la matière, sur l'énergie, toujours cet équilibre à trouver. Ça, ce sera le second webinaire, assez croustillant. On va voir ce qui se passe quand on lève un peu le voile de pudeur de la contrainte économique. Et le dernier, qui sera plutôt en avril 2024,
c'est cette question de rénover ou démolir, reconstruire, hein, où parfois certains ont la réponse avant même d'avoir posé la question. Bah, nous, on n'a pas la réponse, on ne sait pas. On a des intuitions et en fait, on a testé nos intuitions sur les projets et on essaiera de vous révéler ce qu'on a compris. Voilà, les grands seuils de bascule, les grands points stratégiques en fait qui peuvent guider sur cette réflexion. Où parfois, on est dans une guerre de tranchées, mais c'est pas l'esprit du hub. Hein. L'esprit du hub, c'est d'être humble et de se dire on ne sait pas, prenons des vrais projets, des vrais gens et on verra ce qu'on apprend tous ensemble. Voilà le programme. Tout est dit. On a déjà 5 minutes de retard, donc je passe la parole à Eugénie pour prendre un peu de recul. Pourquoi, Eugénie, est-ce qu'on a voulu s'intéresser à la rénovation? Exactement. Merci Christophe. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va voir quelques éléments de contexte autour de la rénovation en France. Pour rappel, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat. On est à disposition pour répondre en direct, comme vous ne pouvez pas prendre la parole. Alors, donc, tout d'abord, pourquoi s'intéresser à la rénovation? Parce qu'elle semble s'imposer comme la voie de décarbonation principale du secteur. Donc, le secteur du bâtiment, vous le savez sûrement, ça correspond à environ 25% de l'empreinte carbone de la France. Et vous voyez sur le petit graphe la répartition de ces émissions qu'on a extrait ce graphe, on a extrait de la feuille de route de décarbonation du bâtiment. Donc, vous voyez sur ce graphe que 67% des émissions du secteur sont liées à l'exploitation du bâtiment, c'est-à-dire à l'existant, et les 33% restants sont liés aux composants, pour la majorité liés à la construction neuve. Donc, on voit que la majorité des émissions du secteur sont liées à l'existant et non pas à la construction neuve. Pour rappel, la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, vise la décarbonation complète des phases d'exploitation du parc du bâtiment en 2050. Donc, on le voit, on n'y est pas du tout aujourd'hui avec le parc de bâtiments actuel. Or, on le sait, le parc de bâtiments 2050 sera constitué à 70% de bâtiments construits avant 2012, c'est-à-dire qu'il est presque déjà constitué aujourd'hui. Donc, en fait, il est nécessaire de passer par la rénovation si on veut atteindre l'objectif climatique de la France présenté dans la SNBC. Voilà. Je passe à la slide suivante. Donc, on l'aura compris, respecter les objectifs climatiques de la France pour le secteur du bâtiment, ça nécessite en fait d'équilibrer deux métiers différents, la construction neuve et la rénovation. On peut regarder un peu plus en détail les interactions entre construction neuve et rénovation pour comprendre les enjeux qui sont impliqués justement par le respect de cet objectif climatique qu'on s'est fixé. Donc d'abord, explicitement, on comprend que neuf et rénovation sont intrinsèquement liés. Donc on voit intuitivement plus un bâtiment est construit pour être performant environnementalement, plus les besoins de rénovation dans le futur seront faibles et vice-versa. Si on a une sous-performance en rénovation, ça impliquera un effort supplémentaire sur le neuf dans le futur. Donc, plus précisément, comment ça se traduit dans le détail si on regarde d'un côté les consommations énergétiques du secteur du bâtiment et de l'autre les matériaux utilisés. Donc, les émissions liées à la consommation énergétique reposent essentiellement en fait sur les bâtiments existants. Donc, pour être réduite, il est nécessaire de passer par la rénovation et donc d'utiliser des matériaux pour procéder à ces rénovations. Or, on le voit sur l'encadré d'à côté, le budget matériaux du secteur du bâtiment est pour l'instant 80% lié à la construction neuve. Mais ce budget, il est quand même nécessaire pour la construction neuve parce qu'il présente l'intérêt de pouvoir éventuellement contrebalancer un retard qu'on aurait pris sur le parc existant pour les émissions liées aux consommations énergétiques. Donc, en résumé, si on doit faire plus de rénovations, cela signifie que la demande de matériaux va croître et qu'un équilibre devra donc être trouvé avec les matériaux qui sont déjà aujourd'hui utilisés dans la construction neuve. Donc, tout ça, ça signifie qu'il est nécessaire de fixer un budget matériaux pour la rénovation au niveau national pour pouvoir respecter nos objectifs qu'on s'est fixés. Donc, comme l'a dit Eugénie, il faut qu'on imagine ce budget et qu'on définisse presque tous ensemble ce budget lié à la rénovation. Et ça va poser deux questions un peu fondamentales et qui vont guider tous nos travaux et qui doivent guider tous les travaux de rénovation. C'est qu'à partir du moment où on se dit qu'on se fixe un budget, il faut pouvoir compter. Et là, c'est ma casquette ingénieur. Il faut pouvoir compter le carbone pour intégrer dans ce budget-là. Donc, ça paraît évident de le dire comme ça, mais jusqu'à présent, on ne sait pas compter le carbone et c'est ce qui nous a pris beaucoup de temps. C'est comment on apprenait tous ensemble à compter le carbone en rénovation avec toutes les subtilités liées à la rénovation. Et ensuite, assez évidemment, le corollaire, c'est une fois qu'on sait compter et qu'on a un budget global, et ben c'est quelles limites on fixe dans le budget sur les rénovations. Alors, on voit que ça a été fixé de manière assez claire et évidente dans la RE 2020 pour le neuf, avec les seuils évolutifs tous les 3 ans qui correspondent bien à la stratégie nationale bas carbone. Il va falloir faire ce même travail sur le comptage carbone qu'on aura fait. C'est comment on peut fixer des limites
quels sont les indicateurs et toutes les questions qui découlent du comptage. Donc, c'est vraiment ces deux axes très importants qui ont guidé tout ce qu'on a fait dans le travail, où on commence à, vous verrez dans les tout premiers messages clés, on est encore loin du compte, et bien évidemment, on vient juste de commencer, on commence à avoir une vision de ce que nous, on pourrait imaginer, et ensuite porter un message de notre vision qu'on se fait de la rénovation bas carbone. Voilà pour l'aspect macro. Je vais laisser la place au CSTB et à Émilie pour nous parler de comment, quelles ont été les méthodes qu'on a utilisées, le périmètre d'études, comment on a fait tout ce travail. En gros, à peu près tout ce qu'il faut comprendre de manière globale sur les 4 projets pour qu'ensuite, quand on parle des 4 projets, vous ayez un peu toutes les hypothèses principales, bien sûr pas toutes, mais on va dire les hypothèses principales sous-jacentes. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci déjà pour l'invitation, pour l'intervention. Je suis Marine Besson, moi, je suis responsable de l'équipe environnement au sein du CSTB. Et donc, évidemment, j'apporte une attention particulière aux travaux du Hub qui traitent des sujets d'ACV de bâtiments et en particulier de rénovation pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc, assez rapidement, quand on a discuté avec le Hub à propos de ces travaux, on a très vite convergé sur le fait qu'il était indispensable pour ces travaux de disposer d'une méthode d'analyse de cycle de vie, rénovation commune. Pourquoi? Pour évidemment massifier par la suite la réalisation d'ACV de rénovation pour du bas carbone et aussi de disposer d'ordres de grandeur qui sont à la fois homogènes et comparables pour la suite. Tout ça en sortant un peu du prisme uniquement énergétique qu'on avait évidemment jusque-là, comme c'était le cas aussi pour les bâtiments neufs, qui pouvaient aussi nous amener potentiellement à préconiser des mauvais gestes de réno sur le plan carbone, et aussi s'assurer qu'on était sur des rénovations qui étaient pertinentes, c'est-à-dire, il y a eu ces éléments-là aussi en introduction, un investissement carbone dans les nouveaux matériaux mis en œuvre, etc., inférieur au gain carbone qu'on allait avoir en termes d'exploitation. Tout ça pour identifier les leviers, les bonnes pratiques bas carbone, mais vous aurez tous ces éléments-là dans la suite du webinaire. Donc la méthode choisie, elle devait donc répondre à plusieurs enjeux. Déjà de une, assurer la cohérence avec les méthodes pour la construction neuve, et donc la RE 2020, notamment dans un objectif, et ça fait partie de la série de webinaires, de comparaison de la rénovation versus la démolition-reconstruction, par exemple. Assurer aussi la cohérence avec la notion de budget carbone, puisque la SNBC, c'est ça qui est derrière. Assurer aussi une certaine cohérence avec les autres problématiques environnementales, comme notamment l'économie circulaire. Donc, c'est aussi avoir des indicateurs de ressources, de déchets qui sont pertinents pour traiter ces sujets-là. Et évidemment, être opérationnel pour les acteurs, pour avoir une certaine adhésion, évidemment, et une massification de cette rénovation. Et donc, les ateliers qui vont être présents, enfin, l'atelier d'aujourd'hui, ce qui va être présenté, va permettre de comprendre à la fois les difficultés terrain et surtout où est-ce qu'on doit mettre l'effort, parce que ça ne sert à rien, entre guillemets, de perdre 80% de notre temps de modélisation pour essayer d'aller chercher les 5% d'impact. C'est vraiment aller chercher le bon effort au bon endroit. Donc, pour tous ces éléments-là, on a eu recours à une méthode commune aux différentes équipes, aux 4 équipes, qui nous a permis de compter bien l'ensemble des flux qu'on appelle neuf, déposés, conservés, mais vous aurez tous ces éléments un peu plus précisément par la suite. Et évidemment, ce qui a été dit en introduction aussi, l'idée étant de travailler, et on a des travaux actuels avec l'ADHUP et avec l'ADEME, pour faire émerger une méthode d'ACV rénovation consensuelle et commune à tous les acteurs et aller au-delà de ces premières étapes d'expérimentation pour peut-être une réglementation, ça on le verra. Mais en tout cas, je laisse maintenant l'IFMEB, du coup, présenter et détailler les différents cas d'études. Bonjour à tout le monde et merci Marine pour l'intervention. Merci de représenter le CSTB. De mon côté, je vais vous présenter rapidement le périmètre d'études de nos travaux, du moins le strict minimum pour que vous puissiez comprendre la suite. Ceux qui ont déjà suivi les précédents ateliers, ce qu'on appelle équation coût carbone, des lots architecturaux, des lots techniques,
devez vous rappeler après comment ça fonctionne, mais je fais quand même un petit rappel. Donc là, l'idée de nos travaux, nous, c'est de prendre des projets réels qui nous sont prêtés par les maîtrises d'ouvrage du Hub et de former des équipes avec des personnes côté maîtrise d'œuvre qui appartiennent à l'équipe réelle du projet, et on forme une équipe avec les autres bureaux d'études du Hub, ce que vous voyez dans le bas de la slide. Donc merci à toutes ces personnes qui ont contribué à faire sortir ces enseignements et qui ont travaillé dur. Et sur la partie haute de la slide, donc vous voyez les 4 projets. Donc pour vous expliquer comment on a choisi ces 4 projets, l'idée c'était pas spécialement de choisir des projets qui ont une ambition environnementale particulièrement forte, ça n'a pas fait partie de notre critère de choix, mais l'idée là c'était plus de recouvrir une grande diversité de projets, de par les typologies très différentes de ces derniers. Et on a aussi la chance d'avoir des projets à des phases différentes, et donc ça nous permet de réfléchir à la réplicabilité des méthodes, de l'ACV en rénovation selon les phases de projet, selon les typologies de projet. Donc voilà pour un petit peu l'organisation. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est le travail qui a été fait en très grande majorité par les personnes du projet réel, parce que on va vous présenter les résultats de ce qu'on appelle le scénario de base, donc c'est le projet réel. L'idée de ce scénario, ça a été, comme ça a été évoqué un petit peu par Marine juste avant, d'homogénéiser les pratiques de calcul, d'analyse de cycle de vie, donc de s'accorder juste, de choisir une méthode commune et donc voilà, de pouvoir parler de la même chose. Donc c'était vraiment l'ambition de ce premier scénario de base. Donc notre ambition à nous, c'est juste de se dire qu'on peut comparer les projets entre eux, enfin on peut partir d'une base commune. Voilà. Ensuite, les autres scénarios qu'on vous présentera par la suite dans l'année auront vocation, comme dans les précédents ateliers d'équation de carbone, à varianter dans différents scénarios. Il y aura notamment celui qu'on appelle entre guillemets budget illimité, où il y aura des variances pour optimiser le poids carbone. Voilà pour cette série. Merci Guillaume. Et donc, dernier point, avant de laisser les équipes présenter leurs résultats, leurs enseignements, il faut que vous ayez en tête, pour comprendre la suite, déjà ce qu'on appelle le temps de retour carbone. Le temps de retour carbone, c'est le temps au bout duquel le poids carbone de la matière qui va être mise en œuvre pendant la rénovation, le temps au bout duquel ce poids carbone il sera compensé par l'économie par le carbone associé aux économies d'énergie. Donc peut-être que le graphique que vous pouvez voir vous aide à illustrer, à comprendre ce que je viens de raconter là. Nous, pour étudier ce poids carbone, on a fait le choix, il faut que vous l'ayez en tête pour la suite, de diviser les matériaux qu'on étudie en 2 familles. La famille de matériaux qui sont dédiés à la rénovation énergétique, et donc c'est ce que vous voyez en rouge là, énergie, et la famille de matériaux qu'on a nommé matériaux dédiés à la qualité d'usage. Et donc, à chaque fois qu'on va parler de TRC dans la suite, donc temps de retour carbone, ce temps de retour carbone, il sera focalisé sur les matériaux dédiés à la rénovation énergétique. Donc ça, il faut que vous l'ayez bien en tête. Et donc, juste pour information, le périmètre qui a été choisi, enfin la manière dont on a choisi ces matériaux, c'est l'eau, on a essayé de coller à la RT globale, pour choisir ce périmètre-là. Et enfin, voilà, c'est le plus important pour comprendre la suite. Je ne m'attarde pas plus et je laisse la parole à la première équipe, qui est celle de séquence, et on aura un petit mot d'introduction. Alors, monsieur Soigny.
Oui, bonjour à tous. Douniel Swali, je suis directeur de la réhabilitation chez Séquence. Séquence est un groupe, donc un bailleur social du groupe Action Logement. Donc, on représente plus de 100 000 logements en Île-de-France. Et l'activité de réhabilitation est un enjeu fort chez Séquence. Nous avons pour ambition de rénover plus de 40 000 logements à horizon 2030, 2035, avec des rénovations globales. Et le projet qu'on vous présente aujourd'hui, il s'inscrit complètement dans cette stratégie de rénovation globale. Sans détailler forcément le projet, que je laisserai bien évidemment les équipes aussi qui nous ont accompagnés, que je remercie pour la qualité aussi du travail réalisé. Sur le projet, un peu les grands indicateurs sur lesquels on a pu travailler. Et je voulais juste aussi rappeler que dans la stratégie de décarbonation, nous, en tout cas, on a un enjeu toujours premier qui est la réduction des consommations d'énergie à l'échelle de nos résidences, et puis aussi améliorer le confort d'usage, qui est aussi un axe fort, en tout cas, sur lequel on travaille. Je laisserai ensuite Mélanie Sibert qui va vous détailler la stratégie carbone chez Séquence, et ensuite les équipes effectivement d'Alteria pour vous présenter le projet. Bonjour à tous, je vais faire un petit mot très rapide. Donc, je suis Mélanie Sibert, experte sur tous les sujets immobiliers durables chez Séquence. Effectivement, alors peut-être un petit mot pour introduire le contexte. Donc, nous, on est une filiale du groupe Action Logement. On a des ambitions très fortes en termes de trajectoire carbone et d'anticipation des seuils de réduction carbone. Aujourd'hui, on se rend bien compte, c'est tout ce qui a été dit, c'est vraiment dans nos trajectoires. On a besoin d'opérer une transition dans nos pratiques. On a regardé notre parc de 106 000 logements aujourd'hui dans des travaux de rénovation qui étaient essentiellement des travaux de sobriété et d'amélioration des performances énergétiques. Et aujourd'hui, pour réussir notre trajectoire carbone, notre transition écologique, il faut vraiment qu'on travaille à la fois sur les étiquettes carbone des DPE, qu'on avait un peu tendance à moins regarder, et puis surtout sur l'ACV de nos travaux. Et ça, c'est un enseignement très riche de cette année de travail avec le Hub. Donc, je remercie encore tous les membres du Hub et j'invite cordialement tous les maîtres d'ouvrage qui nous regardent, et notamment nos amis bailleurs, à nous rejoindre dans cette grande aventure de la décarbonation. Je vous laisse parler. Merci. Oui, merci. Alors là, sous les yeux, vous avez la présentation de l'opération. Donc, on est sur une rénovation énergétique globale d'un ensemble immobilier. Vous avez sur la gauche la vue aérienne avant rénovation, et sur la droite la perspective avec certains bâtiments qui sont démolis et d'autres qui sont rénovés. Donc, il y a 404 logements qui sont rénovés. On se situe à la Verrière Bois de l'Étang dans les Yvelines. Et on a, dans le cadre de ce travail du Hub, réduit le périmètre d'étude à un seul bâtiment et extrapolé les différents résultats. Donc, on est sur une rénovation énergétique globale avec un travail sur l'enveloppe, donc avec une isolation par l'extérieur, avec un remplacement des menuiseries. On travaille vraiment sur l'ensemble de l'enveloppe. Et au niveau des systèmes, on a un vecteur gaz qui est utilisé, donc un vecteur gaz centralisé pour le chauffage et le CS. Et après rénovation, on reste sur du gaz, mais on a probablement un raccordement au réseau de chaleur urbain qui sera faisable dans un futur proche. Donc, dans les différents résultats qu'on va vous présenter, on sera sur la conservation de ce vecteur gaz pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire. Les premiers résultats donc, qui sont présentés ici, en haut à gauche, on a des résultats qu'on connaît bien, c'est les résultats tout simplement des calculs réglementaires, donc RT global, où on voit les 5 postes réglementaires. Et la rénovation énergétique globale permet une réduction des consommations énergétiques primaires de l'ordre de 40%, donc avec un gain principalement sur le chauffage. Si on extrapole donc, ces résultats sur les émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie pendant 50 ans, on a une conservation de l'ordre de grandeur de cette réduction, étant donné qu'on n'a pas de changement de vecteur énergétique. Dans le cadre du projet réel, il y a différentes variantes qui ont été testées, des pompes à chaleur, raccordement au réseau de chaleur urbain. Mais en tout cas, là, dans ce cadre-là, on est vraiment sur une conservation du gaz.
Donc, quand on regarde ensuite de plus près les matériaux et équipements pour la qualité d'usage et pour la rénovation thermique, on constate qu'ils comptent pour chacun environ 150 kg d'émissions de CO2. Ce sont des émissions de consommation, ce sont les émissions liées à la consommation énergétique qui continuent à peser le plus lourd avec 628 kg de CO2. Car on reste sur des chaudières gaz en attendant le raccord au RC. Sur la slide suivante, s'il vous plaît. Pour ce qui est du temps de retour carbone, on est sur une rénovation correcte puisqu'on obtient un temps de retour carbone de moins de 15 ans. Et on verra dans les prochains scénarios comment est-ce que ce temps de retour carbone pourrait potentiellement être amélioré, notamment via le RCU, mais aussi peut-être avec d'autres solutions. Slide suivante. Et donc, si on regarde la répartition des émissions de CO2 liées à l'ensemble des matériaux et équipements du projet, sans surprise, c'est la façade qui pèse le plus lourd. Et en second, ce sont les lots techniques, CVC, CFO et CFA. On constate qu'ils représentent la moitié chacun en termes de matériaux et que c'est un poids tout de même assez faible. Sur la slide suivante. Pour ce qui est de la part du conservé, il se trouve que sur notre projet, elle est plus conséquente que sur l'ensemble des projets. Et donc, on a un poids du conservé qui est non négligeable, un budget global des matériaux qui est assez faible, mais on a dans ces matériaux qui sont renouvelés un fort taux de renouvellement pour ceux-ci. Sans surprise, c'est là où on a investi le plus d'argent, donc sur la façade et les systèmes, que les émissions sont les plus fortes, mais cela s'explique assez bien par le fait que ça va générer les gains attendus pour ce qui est de la consommation d'énergie, une réduction qui devrait être assez forte de ce côté-là. La suivante. Et donc, comme on a pu le voir, les motivations étaient avant tout la réalisation d'économies et le gain de confort pour les usagers. Cela nous permet d'obtenir également une réduction des émissions de carbone. Toutefois, elle est limitée par le maintien du vecteur gaz. Et on verra que par la suite que le passage à un réseau de chaleur urbain va effectivement permettre de décarboner davantage. Voilà. Merci beaucoup. On va juste prendre une question pour bien expliciter avant de passer à la prochaine équipe avec La Poste Immobilier et Vurpass Architecte sur la différence des budgets matériaux. La réflexion qu'on a eue pour avoir cette division, c'est que quand on analyse des réductions de consommation d'énergie, il nous paraît un peu absurde de comparer des réductions de consommation d'énergie avec une pose de moquette, avec des cloisons, avec des éléments qui n'ont aucun impact énergétique. On trouve que c'est un peu bancal. Si on veut comparer des réductions de consommation d'énergie, il faut mettre dans la balance le type de vitrage que je mets, la quantité d'isolation, les systèmes techniques que je mets, etc. Donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'on a scindé le budget des matériaux en deux. C'est ceux qui ont strictement un impact sur les consommations d'énergie. Je change mes fenêtres, je sais que je vais avoir des réductions de consommation d'énergie. Donc, les fenêtres sont comptées dans les matériaux dits énergie. Par contre, tous les matériaux qui n'ont pas d'impact sur l'énergie, c'est des matériaux qui peuvent être liés à de l'obsolescence, soit technique, architecturale. Il peut y avoir plein de raisons pour changer ces matériaux. Des très bonnes comme des plus ou moins bonnes, juste parce que la tendance fait qu'on a envie de changer. Et donc, c'est ça qu'on a appelé qualité d'usage. C'est tous les matériaux qui n'ont pas d'impact sur l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'il y a bien ces deux budgets. Et les TRC,
de manière très logique, sont calculés uniquement sur quand je mets un matériau qui a un impact sur l'énergie, je regarde sa rentabilité en nombre d'années. Voilà. Je vais rebondir sur deux autres points. Il y a une question qui a été posée sur les lots techniques, parce que comme on peut le voir, à partir du moment où on conserve la structure, forcément, les lots techniques deviennent plus importants dans l'analyse de cycle de vie de la matière. Et donc, il y a des questions assez pointues qui ont été posées sur comment vous comptez les lots techniques, est-ce que c'est des dettes, des PEP, des forfaits, etc. On fera un petit décryptage tout à l'heure des lots techniques. Vous allez le voir, sur tous les projets, les lots techniques sont ressortis comme étant un enjeu important en termes de décarbonation, sachant qu'accessoirement, les lots techniques peuvent aussi permettre du changement de vecteur, donc c'est un lot qui est assez important. Donc, on ne répond pas tout de suite à cette question, on y en reparlera dans quelques instants. Moi, j'avais une petite remarque aussi que je souhaitais faire. Un grand merci aux équipes de Séquence et d'Alterea pour la présentation et les travaux qui ont été faits. Finalement, quand on prend du recul sur ce projet, on a une très belle rénovation énergétique, puisqu'on baisse de 40% la consommation d'énergie et on a un temps de retour carbone qui est inférieur à 15 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un projet, on a deux bénéfices. Un, on a réussi à baisser la facture pour les occupants, quasiment de 40% de mouillé. On a probablement amélioré le confort, c'est assez certain. Et en plus de ça, on a un temps de retour carbone faible. Ça veut dire que chaque kilo de matière qui a été mis en place a été choisi judicieusement pour impacter la diminution d'énergie. Donc, on a un très beau projet, très élégant. Néanmoins, petit bémol, quand on regarde l'analyse de cycle de vie globale, en ce moment, l'énergie, les matériaux liés à la rénovation énergétique et les matériaux liés à la qualité d'usage, on arrive à peu près à 800. D'accord? Et les plus experts d'entre vous diront 800, ça fait pas mal. Voilà. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas pu aller un peu plus bas pour notamment challenger un bâtiment neuf qui lui présente une équation un peu plus faible? Ça, comme on vous l'avait dit aujourd'hui, on l'explorera au prochain webinaire, on en reparlera. Je pense que j'enfonce pas de porte ouverte en révélant le fait que si on était sorti des énergies fossiles, ça aurait totalement changé l'équation carbone du projet. Voilà. C'était un petit point d'étape que je souhaitais partager avec vous. Donc, on voit sur cette opération qu'on a une rénovation élégante d'un point de vue énergétique. On améliore la facture énergétique, la qualité d'usage. On a un très beau temps de retour carbone. Petit bémol, si on ne sort pas des énergies fossiles, forcément, on se pose un peu la question de est-ce qu'on est vraiment, ultra optimisé? Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà les premières conclusions qu'on peut tirer à ce stade. Je vais laisser, nous allons laisser la parole à Ehud, Yannick et Arnaud, qui vont nous présenter le projet en l'absence malheureusement de l'URPA et vous m'entendez? Oui. Bonjour, du coup je vais vous présenter le projet de l'Apostimo. La slide. Bon, l'Apostimo a souhaité réhabiliter un bâtiment historique de la ville de Saint-Étienne, le bâtiment de la Poste qui est situé en centre-ville. C'est un bâtiment de bureau qui abritait donc les locaux de la Poste, les centres de tri, etc. Et qui va être transformé en résidence senior avec quelques locaux d'activité. On passe donc d'un projet de typologie tertiaire à une typologie logement, donc forcément ça a engendré des contraintes spécifiques liées au changement d'usage. Une autre spécificité de ce projet, c'est son caractère architectural, puisque les façades et plus globalement le bâtiment font l'objet d'une protection patrimoniale. Donc, le bâtiment a été construit en 1927 et il est classé comme étant un bâtiment remarquable de la ville de Saint-Étienne. D'un point de vue des travaux, on est actuellement en phase chantier. On a une partie des bureaux de la Poste qui sont conservés mais qui sont hors périmètre et tout comme les façades aussi sont conservées. Une partie des façades en coin intérieur qui ont été démolies pour créer des espaces extérieurs, des jardins, etc. On a aussi remplacé les menuiseries les moins performantes. On a changé très largement le cloisonnement et les revêtements intérieurs, ainsi qu'une majorité des systèmes techniques. D'un point de vue des systèmes techniques, donc, on a conservé le raccordement au réseau de chaleur. On a changé les émetteurs pour mettre en place des ventilos convecteurs, du chauffage au sol et quelques radiateurs. On a rajouté un système de production de froid actif pour les résidents parce que c'était une demande programmatique. Et on a rajouté donc la ventilation simple flux, double flux, et on a également une option de mise en œuvre des panneaux photovoltaïques.
C'est sûr. Ouais. Si on compare du coup le projet de la résidence senior aux autres typologies de bâtiments, on voit que notre projet présente un impact un peu plus important, en particulier sur les vecteurs de qualité d'usage et d'énergie, mais cette différence, elle est surtout liée à la spécificité du projet, parce que d'une part, on a la nature, entre guillemets, patrimoniale du bâtiment, qui limite forcément la mise en œuvre de solutions. Par exemple, la mise en œuvre d'ITE, comme souvent c'est le cas pour de la rénovation, elle n'est pas possible ici. Donc ça bride forcément la performance énergétique du bâtiment. Isolation thermique par extérieur pour ceux qui ITE. Ok. Et on a également le changement d'usage qui vient quand même pas mal complexifier la rénovation, parce que sur ce projet, on avait des hauteurs sous faux plafond qui étaient très importantes, de l'ordre de 3 à 4 mètres. De même, les menuiseries sont très, très hautes. Du coup, on a d'importantes déperditions, ce qui implique au final de mettre en œuvre plus de matériaux. Pour des contraintes techniques, on n'a pas pu forcément baisser la hauteur des faux plafonds. Donc, fatalement, ça a imposé d'avoir des volumes chauffés plus importants et donc une surconsommation d'énergie en comparaison d'un bâtiment de logement plus standard avec une hauteur de faux plafond à 2,5. Au niveau du coup des matériaux, le changement d'usage, forcément, on ne peut pas garder tout ce qui est cloison modulaire, faux plafond, parce que c'est d'un point de vue usage, ça ne correspond pas forcément au logement. Et un petit point particulier que j'avais dit déjà précédemment, c'est qu'on a une demande programmatique, c'est l'ajout de froid actif pour les résidents, qui fait que ça rajoute un nouveau poste de consommation supplémentaire. Donc globalement, il est difficile de comparer le temps de retour carbone entre avant et après rénovation. Si on fait un petit zoom sur la partie carbone liée à l'énergie, donc vous avez à gauche le graphe des émissions carbone liées au bâtiment avant la rénovation et à droite celle après rénovation. Donc on voit quand même que la rénovation énergétique par la rénovation thermique de l'enveloppe et la mise en place des équipements permet de diviser par 2,5 les émissions carbone liées à cette consommation. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'auparavant, on avait une consommation, vous voyez, de chauffage qui était très importante et largement majoritaire. Dans le scénario futur, c'est plus le cas, c'est moins de la moitié. Si on peut rester juste sur la slide d'avant. Et ce qui est remarquable aussi à noter, c'est qu'on a une consommation d'eau chaude sanitaire, par exemple, qui était complètement inexistante auparavant et qui est là très impactante. Donc, le changement d'usage fait qu'on n'a pas du tout le même profil de consommation. On n'a pas changé de vecteur énergétique. On sait, sans spoiler un peu les conclusions générales, que le changement du vecteur énergétique, c'est un des plus gros leviers. On l'a vu chez Séquence auparavant. Il n'y a pas eu de changement sur le vecteur, mais s'il y avait eu un changement sur le vecteur énergétique, ça aurait eu une baisse très importante. Là, on a fait le choix de rester sur un réseau de chaleur qui est déjà vertueux et qui va sans doute l'être de plus en plus dans le futur par l'évolution réglementaire. Et si on regarde le temps de retour carbone lié uniquement aux matériaux qui ont été mis en place et aux équipements mis en place pour améliorer la performance énergétique, on est sur un temps de retour carbone de 27 ans. Voilà, encore une fois, avec des usages qui ne sont pas les mêmes. Au global, on voit, donc vous avez à gauche le bilan carbone de l'analyse de cycle de vie de l'ancien bâtiment avant rénovation et à droite après rénovation. Ce qui est important de noter, c'est que finalement, on a un bilan carbone qui est supérieur à avant rénovation. Donc, on a injecté beaucoup de carbone dans le bâtiment pour sa rénovation énergétique et pour son changement d'usage. Et finalement, ce n'est pas compensé par la réduction attendue sur le post-chauffage. Donc, effectivement, on a un potentiel de conservation limitée des matériaux. Donc, si on regarde uniquement les matériaux, on est déjà à 1 tonne par mètre carré de bilan carbone.
un budget matière lié à qualité d'usage qui est très important pour les raisons que vous a expliqué Yannick. On a parfois 4 mètres sous plafond. On a beaucoup de cloisonnement intérieur parce qu'on bascule de plateaux de bureaux ou d'un usage tertiaire à beaucoup de petits logements avec tout ce que ça implique en termes aussi d'équipement de plomberie, de salle de bain, etc. Donc, pour la répartition entre les différents lots de produits de construction et équipements, on voit que le premier lot, et je pense que ça va être le cas pour tous les projets, le premier lot, c'est le lot CVC, donc tout ce qui est équipement de chauffage, ventilation, clim. Il représente un tiers des émissions carbone. Dans le neuf, au final, dans le neuf comme dans la rénovation, c'est un poste considérable. Il représente le poids carbone peut-être le plus grand. Ce poste en particulier est problématique parce qu'il est principalement constitué de fiches par défaut et donc forcément plus pénalisé que des produits avec des FDES. Ensuite, on a des lots qui sont liés au changement d'usage. Donc, c'est tout ce qui est lot de seconde œuvre, donc cloisonnement, revêtement intérieur, etc. Et on a un autre lot qui vient s'intégrer là-dedans, c'est le lot ascenseur, donc appareil élévateur, puisque comme on a changé d'usage, on a des besoins qui sont différents et on a dû créer pour des besoins de fonctionnalité, rajouter des ascenseurs qui a gonflé la facture carbone. Et si on regarde au niveau des éléments de structure qui souvent dans le neuf est la plus grosse partie, dans le cas de la rénovation et encore plus chez nous avec le côté patrimonial, les lots structures, fondations et VRD sont relativement faibles. Donc clairement, le premier poste de dépenses carbone entre guillemets, c'est clairement les lots techniques. Et dans notre cas aussi, c'est le second œuvre puisqu'on a le changement d'usage. Si on regarde la corrélation entre le coût des différents postes et leur impact carbone, elle n'est pas évidente. Elle est assez disparate entre les différents postes. Par exemple, le lot revêtement, isolation intérieur, on voit que c'est un impact très faible sur le coût et encore plus faible sur le bilan carbone. A contrario, le poste CVC, qui représente à peu près 30% du coût de l'opération, représente presque 70% du poids carbone. Donc on a une disparité importante et on ne peut pas vraiment sortir de loi entre le coût d'investissement et le bilan carbone dans le bâtiment. Ça, c'est expliqué par la nature des équipements, mais aussi par, comme vous le disiez Yannick, sans doute un manque de documentation suffisant sur ces types d'équipements à ce stade de la réglementation. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que sur un projet de rénovation, il est très important de se poser la question du programme au regard du bâtiment. Vous avez vu, on a en tout sur ce programme un bilan de 1,4 tonnes par mètre carré de surface de plancher, ce qui est énorme. On verra sans doute dans le scénario reconstruction totale qu'on sera sans doute dans ces mêmes zones. Donc la question d'interroger le programme en fonction du bâtiment est primordiale. Quand on a fait nos variantes de travail, on a constaté que le principe de sobriété pouvait aussi être un des plus gros leviers de décarbonation. Si on prend l'exemple de demande de climatisation active partout dans le bâtiment, le fait de ne pas faire ce choix était un des plus gros leviers de décarbonation du bâtiment. Et puis, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question du temps de retour carbone dès la phase programmation, en s'appuyant justement sur ce type de retour d'expérience qui est très intéressante, de savoir si finalement le temps de retour carbone, les matériaux que j'ai injectés dans mon bâtiment vont réussir à compenser, réussir à couvrir les gains carbone qui sont faits sur la consommation d'énergie. De manière plus générale,
il faut effectivement s'interroger sur les bâtiments patrimoniaux à l'échelle réglementaire. Et puis je pense que Paco fera un petit zoom sur la partie fiscalité. Il vous parlera rapidement de ce sujet-là. Merci pour la transition et Paco va prendre la suite. On va faire un petit interlude très sympa sur les sujets de fiscalité, mais je dis très sympa, c'est complètement ironique dans le sens que c'est absolument fondamental et vous allez voir que c'est un gros lièvre qui a été soulevé. Juste pour dézoomer un peu tous ensemble sur ce projet-là qui est quand même très particulier. En fait, peut-être ce qu'il faut retenir, c'est qu'on sent bien que les objets patrimoniaux avec ou sans changement d'usage ou les projets à changement d'usage, c'est presque un projet en soi. On sent bien que le budget carbone est important et quand on parle de patrimoine et de France, on sent bien que c'est un sujet presque français. C'est à un moment donné, il va falloir se poser la question de ce très beau patrimoine, qu'est-ce qu'on en fait, comment on travaille avec les architectes du patrimoine, comment les architectes embarquent le sujet. Je ne m'étends pas plus que ça, mais on sent bien qu'il y a presque un budget propre au patrimoine français qui mérite sûrement un budget carbone spécifique eu égard à son intérêt presque mondial. Voilà, c'est peut-être un peu trop dézoomé là, avec le monde. Paco, je te laisse la main. Merci Guillaume et merci Arnaud pour la transition parfaite. Alors effectivement, on va faire un break technique, drôle de manière de le faire, je me dirais, que de vous parler de fiscalité. Mais comme Guillaume vient de le dire, en fait, on s'est rendu compte que c'était un sujet qui était assez large et assez répandu et donc important, notamment dans le cadre de la rénovation. Moi, j'ai un point de vue, bien entendu, néophyte sur la fiscalité. Ce n'est ni ma formation ni mon métier, mais du coup, je pense que c'est intéressant que je puisse aussi vous le présenter sous cet angle-là. Et pour être le plus pertinent possible, on a aussi invité une personne dont c'est l'expertise, Florence Béliard, qui me rejoindra juste après, qui est fiscaliste chez ICAD. Donc, j'ai essayé de vous expliquer le problème auquel on a fait face et je laisserai Florence compléter avec son expertise spécifique sur le sujet. Concernant la fiscalité, aujourd'hui, il y a une doctrine fiscale qui est en œuvre. Cette doctrine, elle a vocation à favoriser les opérations de réhabilitation lourdes. L'objectif sous-jacent, c'est de se dire que lorsqu'on améliore la performance énergétique des actifs, une des meilleures manières de faire historiquement, c'est en fait de remettre à neuf un bâtiment et donc d'en déconstruire la majeure partie. Nous, on s'est posé du coup la question de quelles sont les implications concrètes de cette approche-là d'une rénovation performante par la déconstruction de la majorité des éléments. Et donc, ce qui est dans l'ADN du Hub, on a essayé de se rattacher à un cas concret, qui est donc un projet de réhabilitation d'immeubles tertiaires vers une résidence service senior. Ça impliquait donc la déconstruction de la majeure partie de l'existant et la maîtrise d'ouvrage, pour autant, souhaitait conserver notamment les vitres extérieures, donc là les fenêtres, qui étaient jugées d'une part fonctionnelles et d'autre part, et c'est un point important, performantes d'un point de vue environnemental. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la maîtrise d'ouvrage a été contrainte en un sens de remplacer l'ensemble de ces menuiseries-là pour remettre à neuf le bâtiment et en fait pour satisfaire à ce qui nous avait été décrit à ce moment comme un engagement de construire. Donc, on a voulu comprendre ce que ça voulait dire que cet engagement de construire et qu'est-ce que c'était que cette nécessité de remettre à neuf du point de vue de la fiscalité et donc qu'est-ce que ça venait impliquer également d'un point de vue environnemental et notamment conservation de l'existant. Alors, si tu veux bien passer la slide, Guillaume, s'il te plaît. Je te remercie. Quand on a essayé de comprendre cet engagement de construire, je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple possible. La doctrine fiscale, elle a un objectif principal, éviter d'apporter une double imposition complète, c'est-à-dire d'un côté ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, et de l'autre la TVA, et notamment d'exonérer totalement de DMTO proportionnels toutes les opérations qui satisfont à l'engagement de construire, c'est-à-dire qui rendent à l'état neuf l'un des les 4 éléments que vous avez en dessous. Donc, soit la majorité des fondations, ou des éléments hors fondation qui déterminent la rigidité de l'ouvrage, ou encore la consistance des façades hors ravalement. Vous vous rendez compte que ces 3 points-là, ce n'est pas les points fondamentaux qu'on voit dans une rénovation, parce que par définition, généralement, c'est plutôt les éléments qu'on va laisser en œuvre. Par contre, il est aussi possible de rendre à l'état neuf l'ensemble des éléments de seconde œuvre. Là, on retrouve tous les planchers non structurants, les cloisons intérieures, les installations sanitaires notamment, et aussi les huisseries extérieures dans une proportion d'au moins 2/3. Et donc, en fait, là, on commence à faire le lien avec ce qu'on se disait juste avant. On se rend compte qu'en fait,
l'approche historique qui était purement sur la performance énergétique par la déconstruction systématique d'éléments, quand on commence à avoir une approche combinée énergie-carbone en analyse de cycle de vie, celle qui a été introduite aujourd'hui de façon assez naturelle dans le neuf en France, bah, cette incitation systématique à déconstruire, elle peut s'avérer contre-productive sur le plan du carbone. Donc nous, notre objectif, là dans le hub, une fois qu'on s'est rendu compte de ça avec un cas concret, ça a été d'une part de se poser la question de est-ce qu'on est sur un cas très spécifique ou est-ce qu'on est sur quelque chose d'assez, un cas finalement qui se reproduit, et surtout comment est-ce qu'on peut faire évoluer le cadre fiscal actuel pour qu'une rénovation qui soit performante sur le plan environnemental mais qui souhaite aussi tirer parti des éléments existants fonctionnels puisse bénéficier de cet appui fiscal-là. Et donc, alors je veux bien que tu passes la slide. Pour terminer, finalement, l'état de notre réflexion aujourd'hui et les propositions qu'on a, ce serait de résoudre la problématique en 2 temps, suite aux discussions qu'on a eues avec les différents membres du Hub et également avec Florence, que je remercie une nouvelle fois, c'est de se dire qu'on pourrait fonctionner en 2 temps. À court terme, on se rend compte que l'enjeu principal, c'est de vérifier qu'effectivement, une opération de rénovation, elle a la capacité d'atteindre une performance environnementale qui soit à la hauteur d'un immeuble neuf. C'était le contenu de cette doctrine fiscale. Et donc, il va falloir définir ce niveau de performance environnementale équivalent pour la rénovation. Et pour ça, on identifie déjà des pistes, une qui est assez claire, qui sont en fait les équations coût-carbone de la rénovation, ce dont on est en train de vous parler aujourd'hui et ce qu'on va continuer à faire dans les prochains mois. On a aussi des idées sur la correspondance à la R 2020 pour le neuf, puisqu'on se rend bien compte que l'ACV a bien été introduite et correctement cadrée. Il y a également des labels performatifs en rénovation. Donc, toutes ces pistes-là nous permettent de nous dire, à court terme, sur le volet technique, on peut avancer. Et à moyen terme, bah, il faudra se poser la question, effectivement, potentiellement, de modifier la doctrine fiscale pour favoriser ces opérations de rénovation qui sont à la fois performantes et à la fois frugales et en termes de matière. Et donc, toujours dans cet ADN du Hub, là, l'objectif, c'est de s'entourer des personnes qui savent sur ce sujet, sur cette expertise, et notamment les fiscalistes qui sont notamment intégrés aux maîtrises d'ouvrage du Hub. Et donc là, je laisse la parole à Florence, qui est directement concernée, et que je remercie une nouvelle fois pour sa présence aujourd'hui. Oui, en fait, c'est un vrai sujet chez nous. C'est pas un cas isolé, en fait, c'est un sujet très récurrent. Au service fiscalité, dès qu'on entend rénovation, on va se soucier de ce sujet. En fait, là, on voit sur l'exemple, si aujourd'hui j'achète un immeuble, je prends l'engagement de construire un immeuble neuf, neuf au sens du droit fiscal, donc les conditions qu'a rappelé Paco avant, je paye 125 € en plus de mon acquisition. Si je ne prends pas cet engagement, je vais être soumis au droit d'enregistrement au taux normal, ça va être 5,8%. On a mis un exemple avec un immeuble à 8 millions et demi, donc ça fait 500 000 de différence. En soi, d'un côté foncière, sur des bâtiments de bureaux, 8 millions et demi, c'est pas forcément la norme non plus. Donc du coup, on peut vraiment avoir des dispenses de 1 million, 1 million et demi, 2 millions d'euros. Et ça, c'est un impact cash bilanciel. C'est pas comme la TVA, c'est pas neutre pour les assujettis. Donc ça, c'est vraiment à décaisser à l'acquisition. Donc du coup, c'est un sujet à enjeu, c'est un sujet à risque. Et donc c'est vrai qu'on a cette volonté de maîtriser les travaux, en fait, qu'on va envisager. Et du coup, ça va pas vraiment. Du coup, en amont des travaux, on va pas vraiment s'interroger sur la vastuité des composants, de ce qu'on change, parce que finalement, le sujet est trop important. Donc, on part directement sur qu'est-ce qu'il faut changer, quels travaux il faut réaliser pour respecter ces ratios des 2 tiers. Et donc, du coup, on ne réfléchit pas sur une éventualité de garder certains éléments. On s'engage, voilà, on a à cœur de respecter ces ratios pour sortir un immeuble neuf, notamment parce qu'en fait, des travaux, ça peut durer bien plus que 4 ans. Cet engagement de construire, voilà, c'est un engagement qu'on doit normalement respecter sur 4 ans. On peut le proroger, bien sûr, sur plusieurs années. Et si finalement on ne ressort pas un immeuble neuf, on va devoir payer les droits d'enregistrement qui étaient dus et les intérêts de retard. Donc, du coup, on vient gonfler la note au fur et à mesure. Vu l'importance du sujet, c'est aussi quelque chose qu'on a à cœur de sécuriser. Et généralement, sur ces opérations, on va venir interroger l'administration pour lui présenter nos travaux et pour qu'elle nous confirme que les travaux envisagés respectent bien ces définitions. Donc, du coup,
sur cette doctrine, elle commence à bien la maîtriser. C'est un sujet très récurrent, des demandes de réinscrits sur ces sujets, on en fait plusieurs fois par an. Donc du coup, elle a l'habitude de recevoir des notes d'archi, des notes de bureau d'études, sur le calcul de tiers, soit en fonction des coûts, soit en fonction de la proportion des éléments remplacés. Donc en fait, ça permet quand même de nous sécuriser. Cette sécurité juridique, vu les enjeux, elle est fondamentale. Donc d'un autre côté, changer la doctrine, je pense que c'est important, parce que voilà, cette rénovation, ces sujets de rénovation, ils sont de plus en plus importants et ils sont encouragés par les villes, par les professionnels, et ces enjeux environnementaux voilà, sont très importants. Mais vu le risque, il faudrait pouvoir objectiver en fait cette performance environnementale améliorée pour la rendre opposable à l'administration. Il faudrait qu'on puisse ressortir avec la même sécurité juridique, pouvoir interroger l'administration pour dire on n'a pas changé ces éléments, mais l'impact le bilan énergétique de l'immeuble après travaux reste le même qu'un immeuble neuf. Comment nous on peut leur prouver ça en fait? C'est ça le gros enjeu pour moi sur cette évolution, c'est ça. Garantir c'est de la même sécurité juridique sur nos opérations et donc du coup pouvoir opposer à l'administration que le bilan carbone ou la performance énergétique de l'immeuble a été améliorée. Parfait. Merci beaucoup Florence. Il y a un point que je voulais ajouter. Merci pour cette prise de recul, de tout ce que là tu nous apportes aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est pas un cas isolé, la première chose. Les ordres de grandeur qui je pense sont importants aussi pour les personnes un peu moins directement concernées pour comprendre quand même l'ampleur de la problématique. Et le lien avec ça, c'est qu'on a vraiment à cœur, nous, de faire en sorte que tous les leviers d'action qu'on est en train d'identifier, derrière, il y a une forme aussi de contrepartie à aider les maîtrises d'ouvrage à lever les freins tels que celui-ci qu'on identifie. Je voulais juste faire un dernier clin d'œil que j'ai oublié de faire juste avant. Ces travaux-là, on les a identifiés avec un cas concret du Hub, mais on a aussi eu l'appui notamment de Paris La Défense qui a identifié cette problématique et qui avait notamment travaillé à réfléchir à la modification de cette doctrine-là. Donc, comme on vous le disait, nous, à terme, on identifie bien ces deux sujets, la modification de la doctrine avec déjà plusieurs parties prenantes intéressées par le sujet, et puis le volet technique sur lequel les équations coût carbone de la rénovation devraient nous aider à avancer à court terme. Merci Paco et merci Florence d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je tiens à vous remercier sincèrement parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je crois avoir compris, ce qui était quand même pas gagné. On a fait notre premier atelier avec les filles. On met en lumière ce sujet qui est tout à fait important. Sans refaire l'exégèse de la doctrine fiscale, nous, notre compréhension, elle a été pensée dans une rationalité très énergie. Et donc, finalement, plus on remet à neuf le bâtiment, plus on fait baisser la facture énergétique. Et donc, ça va dans le bon sens. Et finalement, là, c'est finalement à l'aune de l'ACV, avec la prise en compte des impacts des matériaux, qu'on vient un petit peu prendre du recul et questionner cette approche qui, finalement, par contre, ça ne plus questionner et à se dire il faut absolument que je mette des nouveaux. Voilà, il y en a certains d'entre vous qui ont réagi dans la fenêtre en disant, en nous parlant de labels qui existent, de rénovation, de référentiel NZEB, de énergie de prong. Bon, bref, n'hésitez pas si vous voulez nous prêter main forte dans la réflexion. En tout cas, vous l'avez compris, il y a un sujet qu'on va adresser dans le cadre du Hub. Donc, voilà, toute aide sera la bienvenue. Et je propose qu'on poursuive du coup parce qu'on a un petit peu de retard. On a entre 5 et 10 minutes de retard. Et donc, on va accueillir nos amis de BNP Paribas Immobilier, enfin et Jeune. Ouais, donc avec Sixtine, Cyprien et RCD côté Jeune. On vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Donc, Sixtine Succo, côté BNP, pour la partie direction de programme. Je suis avec Cyprien. Et Cyprien Gouraud, donc, à la direction technique de conception. Donc, on va vous parler de l'immeuble de Levallois-Pompidou. C'est un immeuble qu'on a acquis du coup en juillet 2022, sur lequel on s'est projeté sur une opération donc, de réhabilitation en conservant majoritairement la structure. Tout l'enjeu, c'était de venir. Donc, c'est un immeuble de bureau et de refaire du bureau, mais avec également des commerces pour créer des liaisons avec la ville au niveau du rez-de-chaussée. De venir lui donner une nouvelle identité. Donc tout l'enjeu, c'était de casser le minimum tout en créant quand même une nouvelle identité architecturale pour nos futurs utilisateurs. Donc on est venu créer une grande faille que vous
pouvez voir sur la photo du bas, et recréer des extensions de plancher donc, sur l'avenue Georges Pompidou. Donc tout l'enjeu, voilà, c'était de redonner des respirations à cet immeuble, redonner des terrasses et des accès pour les futurs utilisateurs, en restant sur le même nombre de mètres carrés. Donc ce qu'on a cassé, on est venu le reconstruire et de garder le gabarit existant. Voilà, donc c'est un bâtiment qui est RE 2020, donc on vise le BBCA rénovation, le HPE rénovation. Donc c'est une rénovation, donc on reste en béton, tout ce qui est plancher horizontal, enfin, en majorité, pour tout ce qui est structure horizontale. Donc on était initialement en béton, on reste sur du béton, mais on a des extensions en façade qui elles seront réalisées en dalle bois béton. Sur la façade, initialement, on avait des menuiseries alu. On basculerait sur des menuiseries bois et un bardage en façade. En termes de chauffage, donc on était déjà relié au réseau urbain Qualita. Donc on restera là pour la rénovation, on restera raccordé à ce réseau. Et pour tout ce qui est émetteur, donc dans les plateaux de bureau, on sera, donc initialement on avait des ventilos convecteurs en allège, et donc là on bascule sur des caniveaux en façade, avec sur le même principe des ventilos. Sur le refroidissement, donc initialement on avait des groupes froids sur l'opération. Nous on va se raccorder au réseau de froid Crystalia sur le projet. Et pareil pour les émetteurs, donc on est sur le même système, donc avec les caniveaux de façade qui font le chaud et le froid. Pour l'eau chaude, donc dans les sanitaires, on était avec des ballons initialement. Là sur le projet, bon, c'est encore en cours d'étude, mais les sanitaires sont prévoit. On ne sait pas encore si on va réemployer les ballons existants ou si on va directement partir du principe qu'il n'y a pas d'eau chaude dans les sanitaires. Ça, c'est en cours d'étude. Et pour le RIE, on sera relié directement on reste sur le même principe que l'existant, on se relie directement sur la production de chaud. Et pour la ventilation, donc l'air neuf, nous, sur le projet, on sera, donc initialement, c'était dans les circulations aussi, donc on reste sur le même principe avec une diffusion d'air neuf dans les circulations et une reprise en vrac. Voilà. Et voilà, donc ça c'est pour la présentation du projet, et je vais laisser la parole du coup à Ercili de Gion, qui a fait un gros travail dans le cadre du hub. Voilà. Vous m'entendez bien? Oui. Tout va bien. Bon, bonjour à tous, donc, je suis Ercili Lépine, ingénieur d'études chez Géon, et donc en fait, nous avons réalisé l'ACV dans le cadre du projet, mais aussi donc, des travaux du hub pour ce projet, l'EFPOM, comme on raccourcit le Valois-Pompidou, dont le permis a été déposé en cours de l'été, donc on est vraiment dans une phase avant projet sommaire, avant le permis de construire. Donc l'analyse en cycle de vie, elle est construite sur des hypothèses et des estimations. Donc on affinera en cours du développement et des travaux du hub. Donc sur le périmètre de l'analyse d'un cycle de vie, on est seulement sur les bureaux, on a exclu les commerces et les parkings, donc qui sont l'infrastructure du bâtiment. Et donc là, vous pouvez voir sur la slide qui s'affiche le résultat carbone des consommations d'énergie du bâtiment. Donc avec toutes les modifications qui ont été présentées par Cyprien et Sixtine. Donc donc on est en raccordement au réseau de chaleur à la fois avant rénovation et après rénovation. Mais on a un gros travail donc sur l'enveloppe avec le changement complet des menuiseries, la mise en place d'une ventilation double flux alors qu'on était en simple flux avant, et le changement complet des éclairages qui étaient encore en fluo. Donc cette rénovation, elle permet de réduire les consommations par 2, et principalement sur le chauffage et l'éclairage. Et donc sur le chauffage, le réseau de chaleur aujourd'hui est assez carboné. On est environ 3 fois plus carboné que l'électricité, et donc la compression des consommations de chauffage permet de réduire les émissions carbone sur 50 ans par 4 et non pas par 2 du fait de cette compression des consommations de chauffage majoritairement.
Et sur le volet des matériaux mis en œuvre pour cette rénovation, donc il faut savoir qu'au stade où on en était et les hypothèses de base, on était encore en menuiserie alu au moment de l'établissement de cet ACV. Donc là, c'est des résultats à menuiserie alu et il y a une petite chose aussi, on n'a pas intégré les dalles bois-béton dans cet ACV non plus sur la structure, donc on est en béton simple au moment de l'hypothèse du scénario de base. Et donc, on a un résultat carbone pour cette rénovation des matériaux de construction de 738 kg de CO2 par mètre carré, avec environ, enfin voilà, on est environ à 30%, on va dire, du niveau carbone 1 si on peut se comparer à une construction neuve. Donc, on est sensiblement aligné avec, enfin, on est voilà, dans une réhabilitation complète avec un changement complet de tous les équipements, à la fois de CVC, de courant fort, de courant faible, les appareils élévateurs, tous les revêtements intérieurs, avec donc le poids du lot CVC qui est le plus important, même si ici il a été détaillé pour la partie production pour prendre en compte la partie échangeur simple pour les réseaux de chaleur et de froid. Et un poids des façades à 115 kg de CO2 donc, par mètre carré qui est relativement contraint par rapport à ce qu'on pourrait constater ailleurs, malgré la compacité assez réduite de ce bâtiment qui présente deux cours intérieurs et voilà, une forme assez peu rectangulaire comme pour obtenir des super performances en termes de poids carbone des matériaux. Donc si on regarde les budgets matériaux selon les catégorisations qui ont été évoquées précédemment, donc on a un budget global d'environ 950 kg de CO2, il y a une petite coquille sur la slide, avec beaucoup de matière qui a été mise en œuvre et qui représente la majeure partie des impacts carbone du bâtiment sur le cycle de vie. Et enfin, on peut s'apercevoir ici qu'on a à peu près le même budget pour toutes les catégories entre logement et université, mais avec des répartitions différentes selon l'intervention et le niveau d'intervention que l'on fait. Et donc pour ce bâtiment-là, on a une intervention assez forte pour le remettre au goût du jour et apporter le confort nécessaire. Quand on regarde donc l'économie coût carbone un peu comme le projet précédent, on a peu de corrélation entre les coûts et le carbone. On a un investissement important au niveau de la façade pour mener en œuvre cette rénovation énergétique et réduire les consommations sans avoir un fort impact carbone des façades forcément. Et par contre, on a donc un lot CVC qui mobilise moins d'investissement, mais qui a par contre, et aussi le lot courant fort pour tout l'investissement dans l'éclairage, qui eux demandent moins d'investissement économique, mais ont un fort impact carbone, qui représente le plus gros en fait le poids des lots techniques, sachant qu'ici donc sur le lot courant fort, on est sur un lot forfaitaire. Compte tenu du stade auquel a été fait l'analyse en cycle de vie, le détail des différents lots a été rendu compliqué et on est vraiment dans une phase d'estimation et d'évaluation préalable. Et enfin, sur le temps de retour carbone, donc avec ce projet avec un fort investissement pour apporter un projet qui a étudié des solutions telles que de ne pas climatiser ou passer en ventilation naturelle pour réduire justement l'impact de ces lots techniques. Mais malheureusement, les différentes études qui ont été menées n'ont pas permis d'atteindre les niveaux de confort attendus. Donc, on est resté sur un périmètre avec de la climatisation et de la ventilation double flux pour également atteindre les niveaux de performance énergétique souhaités et réduire les consommations. Donc ici, on a un temps de retour carbone conséquent de 31 ans qui se justifie par à la fois la compacité du bâtiment, les contraintes, la hauteur sous plafond qui ne permet pas de faire appel à certains systèmes spécifiques qui pourraient optimiser le poids carbone des équipements.
et également la qualité d'usage attendue pour le bâtiment futur. Est-ce que vous voulez conclure, Sixtine, Cyprien? Oui. Donc, pour conclure, donc on est sur un scénario de réhabilitation avec donc un poids carbone qui reste important au regard de la réhabilitation qu'on envisage et pour pouvoir répondre aux attentes à la fois des utilisateurs et de nos futurs investisseurs. Donc voilà, cet immeuble-là est complexe, a été complexe à appréhender et nous pose quelques sujets en termes de carbone au regard de nos contraintes et de nos ambitions vis-à-vis de nos futurs utilisateurs. Merci beaucoup. Pour faire une mini synthèse avant le prochain projet et les messages clés, pour revenir sur le TRC, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que déjà tous les TRC des projets sont inférieurs à 50 ans, hein, et on peut se dire que on rentabilise un investissement carbone sur 30 ans, en réalité c'est très bien. On voit bien qu'il y a des projets qui sont très spécifiques et qui arrivent à descendre à des chiffres très bas, mais globalement on sent bien qu'il y a une espèce de seuil autour de 30 ans de TRC qui pourrait peut-être être étendre à d'autres projets. Voilà, et c'est un sujet qu'on abordera dans les messages clés. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps. On est un tout petit peu en retard. Je ferai juste un teasing. Merci aux équipes de BNP John. Non, moi, je réagirais juste en disant, quand on regarde finalement l'analyse de cycle de vie au global, matériaux plus énergie, on voit quand même des ordres de grandeur se dessiner avec des combinaisons matériaux-énergie qui diffèrent d'un projet à l'autre. Donc ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Et forcément, on reste un peu sur notre fin parce que là, on arrive à des ACV assez élevés qui tangentent le 9. C'est aussi pour ça qu'on a fait notre scénario d'approfondissement. Donc désolé, je vais vous laisser l'eau à la bouche, mais on a réussi à aller beaucoup plus loin avec des budgets maîtrisés, et ça, on vous le révélera la prochaine fois. Un grand merci à BNP et à Géon. Et sans transition aucune, on a 10 minutes de retard. Donc je propose qu'on enchaîne. Oui, donc on enchaîne avec la présentation du dernier projet d'enseignement avec CAD et ADO. Donc je vous laisse la parole, Mathis Amédée, pour nous présenter vos enseignements. Oui, merci Émilie pour la transition. Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, pour vous présenter cette 4e et dernière étude de cas, on sera 2 personnes d'Alto Ingénierie. Donc on est BET Fluide et AM Environnement sur l'opération Tolbiac, qui est portée par ECAD. Donc l'équipe projet d'ICAD est absente, mais on est là pour représenter l'équipe. Donc Tolbiac, qu'est-ce que c'est? C'est un bâtiment d'enseignement supérieur qui est situé dans le 13e arrondissement de Paris. Donc c'était un bâtiment universitaire qu'on vient réhabiliter pour refaire à nouveau un bâtiment d'enseignement supérieur. On n'a pas de changement d'usage. Cette réhabilitation, elle permet de moderniser le bâtiment, de le remettre aux normes. Elle permet aussi de faire une rénovation énergétique parce qu'on n'a pas forcément d'objectif carbone, mais on a des enjeux énergétiques avec un label BBCF Énergie Rénovation qui est visé. Et ICAD en profite également pour faire une extension du bâtiment pour développer plus de surface. Cette extension, nous, elle ne va pas être dans notre périmètre, c'est vraiment la partie rénovée qui va nous intéresser. Je ne sais pas si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, dans l'ensemble, c'est quand même une rénovation lourde. On a la structure qui va être conservée, mais on a la plupart des éléments qui vont être déposés et changés. Là où on a le plus de changements, ça va être sur les systèmes énergétiques, où en fait, on a un bâtiment qui était chauffé avec une chaudière à gaz, avec un réseau hydraulique et des radiateurs. Et on avait une ventilation qui me semble était une ventilation naturelle. Donc une technique assez simple, mais en fait, pour le remettre aux normes et répondre au programme, on doit climatiser à présent, on doit répondre à des enjeux énergétiques et on doit ventiler ce bâtiment qui a une densité d'occupation qui est très élevée. Donc ce qui se passe, c'est que le vecteur énergétique a été changé. On a fini la chaudière gaz, on passe sur une pompe à chaleur qui est réversible pour faire du chaud et du froid. Mais par contre, on ne peut pas ventiler avec des centrales de traitement de l'air, puisque nous, on a une problématique qui est l'inverse du projet de la Poste Immobilier, c'est que nos hauteurs d'étage, elles sont pas élevées, elles sont beaucoup trop faibles pour faire passer des réseaux aéroliques dans le bâtiment. Et donc, pour faire le traitement en ventilation, le chauffage et la climatisation, on retrouve ce qu'on appelle des UTCI,
des unités de confort individuelles. C'est un équipement qui est vraiment très spécifique, qu'on trouve beaucoup en rénovation, qui en fait, en clair, c'est des blocs qu'on va retrouver en façade, dans une allège sur 2, donc on en a un peu plus d'une centaine, et c'est des espèces de mini-ventilation qui vont prendre l'air extérieur et l'insuffler dans le bâtiment, avec un réseau hydraulique qui va permettre de chauffer et climatiser cet air. Donc c'est le principal changement qu'on a. Voilà, je pense que c'est tout, on peut passer à la suite. Donc si on regarde sur les aspects énergétiques, je pense que c'est sur cette étude de cas que ça va être le plus flagrant, mais le fait de sortir des fossiles, donc fumer le gaz, et d'améliorer la performance énergétique du bâtiment, ça nous permet de diviser par 10 l'impact carbone lié à l'énergie. Donc on gagne presque 800 kg de CO2 équivalent par mètre carré. L'échelle d'une ACV, c'est loin d'être négligeable. Bonjour à tous, moi je vais vous présenter cette partie. Du coup, on voit que avant la réno, on était à 871 kg de CO2. La réno, malheureusement, comme sur d'autres projets, mais elle nous fait passer au global. On est au-dessus après réno, on est au-dessus, on a un impact carbone qui est supérieur à avant la réno. Par contre, si on se concentre uniquement sur l'énergie et les matériaux liés à la rénovation énergétique, on a quand même une diminution de 35% par rapport à avant la rénovation, donc ce qui n'est pas du tout négligeable. Et oui, donc les matériaux liés à la rénovation énergétique pèsent pour à peu près 500 kg de CO2 par mètre carré. Et si on se focus encore une fois uniquement sur les matériaux énergétiques, on a quand même un temps de retour carbone qui est très très bon avec 22 ans. Si on peut passer à la slide suivante. Donc ça, c'est le résultat au global de notre ACV, donc à 878 kg de CO2 par mètre carré. Donc ce qui saute aux yeux directement, c'est l'impact du lot CVC qui représente 40% de l'ACV. C'est grosso modo, il y a quasiment de mémoire la moitié qui est liée aux UTCI, donc ces machines qui sont sur une allège sur 2, qui sont en gros d'un ventilo-convecteur combiné avec une PAC. Donc on a des fluides frigo à l'intérieur, il y a beaucoup d'électronique. Chaque machine représente environ 100 kg de matière. Donc on a grosso modo la moitié de l'impact CVC qui est lié à ces UTCI. On a 65% représentés par les lots techniques, et après ensuite le gros œuvre et le second œuvre qui ont à peu près le même impact à environ 18-17%. Donc c'est ce lot CVC, donc le gros problème, et c'est ce qui nous a permis c'est ce qu'on a identifié en gros en faisant un petit teasing sur le S1, mais c'est là-dessus qu'on a fait grosso modo l'ensemble de nos optimisations par la suite. En termes de coût versus carbone, donc le lot CVC qui représente un peu moins de 80% de l'impact lié à la réno énergétique et qui représente 50% du coût. Ensuite, on est sur des lots où la comparaison coût carbone est relativement. C'est la slide suivante. Je laisse conclure, Mathis. Oui, merci. Donc, on se rend compte que quand on a fait cette étude de cas, il y a deux grandes conclusions qu'on tire de ça. La première, c'est que ce qui nous a le plus permis de décarboner le bâtiment, c'est agir sur les consommations d'énergie. Donc décarboner l'énergie, c'est notre premier levier. Donc via le changement du vecteur d'énergie et la diminution des besoins. Et par contre, au deuxième constat, on se rend compte que ce qui nous a le plus mis des bâtons dans les roues pour essayer de décarboner cette opération, c'était de réussir à faire rentrer le programme dans l'état existant. Dans le sens où toutes les contraintes que nous offre le bâtiment actuel nous forcent à choisir des solutions techniques pour assurer le programme qui ne sont pas forcément les plus sobres, notamment les UTCI. Ces fameux UTCI, on a du mal à s'en passer. On a du mal à trouver une solution autre que celle-là qui permet de répondre au programme tout en rénovant ce bâtiment. Donc en clair, pour que ça se passe mieux, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait soit choisir un bâtiment qui correspond au programme. Donc, c'était pas forcément facile à anticiper là, puisqu'on était en enseignement supérieur et on reste en enseignement supérieur. Mais peut-être que avec ces hauteurs d'étage, qui n'avaient pas été anticipées à l'époque, l'adaptabilité, elle n'est pas là dans le bâtiment et c'est pour ça qu'on est embêté.
Et peut-être qu'en choisissant un autre bâtiment, ça aurait été différent. Et sinon, il faut qu'on fasse des bâtiments aujourd'hui qui permettent de répondre et de s'adapter au programme. Donc, ce qu'on appelle la réversibilité. On sait que ça a un coût et un impact carbone non nul, mais on voit que là, si ça avait été anticipé à l'époque, ça nous aurait bien simplifié la tâche. Voilà, merci. On est passé assez vite, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Merci beaucoup. On est arrivé au bout des 4 projets. Alors, en reparcourant, là, en revoyant tout ça, franchement, la synthèse d'un webinaire où on essaye de tout faire tenir en 1 heure sur les 4 projets, ça rend pas hommage au travail énorme qu'ont fait toutes les équipes, au travail tard le soir. Et donc, on pourrait tous applaudir tout le monde, mais ce sera un peu le bazar dans un webinaire. Mais il y a eu vraiment un très gros travail derrière tout ce que vous voyez où quelque part, nous, notre rôle a été juste de sortir des chiffres, mais derrière ces chiffres, il y a eu vraiment un gros travail de toutes les équipes, avec aussi une forme de transparence des maîtrises d'ouvrage qui est très appréciable. C'est pas un exercice facile de montrer, de un peu mettre en pâture et en question tous les projets qui ont forcément plein de qualités, mais ils ont tous plus ou moins leurs petits défauts. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le choix de ces 4 projets montre vraiment la diversité de ce que c'est la rénovation, et ce sera un des grands messages clés. Mais vraiment, bravo, merci à tout le monde. Et vous aurez aussi, je pense que vous êtes tous impatients d'avoir les scénarios d'optimisation carbone qui nous feront découvrir d'autres messages clés, mais il faudra attendre quelques mois, le temps qu'on finalise tout ça, où on a encore pas mal de travail pour finaliser tout ça tous ensemble au sein du Hub. Voilà, on va passer au message clé. On a à peu près rattrapé notre retard si nous suit bien. Voilà, et si je me souviens bien, c'est Paco qui prend le relais. Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Merci Guillaume, je me joins aux remerciements que tu viens de donner. Sans les équipes, on n'aurait pas grand-chose à vous synthétiser. Donc merci à tous, merci à toutes. On va essayer de faire cet exercice de synthèse qui est important, de revenir à l'essentiel avec différents messages clés. Un premier message clé qui nous suit un peu depuis le début de ces travaux. On se rend compte qu'il va être nécessaire de segmenter ce budget matériaux qu'on commence à bien connaître de manière unique dans le neuf. On se rend compte qu'en rénovation, il va falloir le séparer en 2, avec un budget matériaux lié à la performance énergétique et un second budget matériaux lié à la qualité d'usage. Alors, ce premier budget matériaux lié à la performance énergétique, vous l'avez compris, là, on vous le représente par exemple par les visseries extérieures. Il a une première rationalité. Et puis, on a un second budget qui serait un budget matériel et la qualité d'usage. Donc, on a commencé à vous en parler. On vous a notamment explicité la différence concernant le temps de retour carbone que l'on calcule sur la partie investissement énergétique. La raison principale, c'est parce que ce premier budget d'investissement énergétique, il a une rationalité qui lui est propre. Tout le carbone qu'on investit dans ce budget matériau-là, il est là, en fait, en réalité, pour réduire les émissions qui auront lieu à l'exploitation, donc après la rénovation, donc pour réduire ce budget énergie. Si on voit tout ça sur un graphique, on se rend compte que du coup, on a effectivement un budget matière et un budget énergie, mais que dans ce budget matière, ce petit budget rouge-là, sa rationalité, c'est de trouver un optimum pour venir compenser la partie verte et donc réduire fortement les émissions en exploitation. Tandis que le budget jaune en qualité d'usage, celui-là, il n'a pas du tout cette rationalité-là. Il ne peut pas permettre de baisser les consommations énergétiques, mais par contre, il est clairement non négligeable. On le reverra dans un autre message clé, et donc il va aussi falloir s'en occuper. Donc on ne dit pas qu'il faut le mettre de côté, mais on dit bien qu'il va falloir séparer ces 2 budgets matières. Et donc en fait, si on conclut là-dessus, ce qu'on se dit, c'est que ce premier budget qualité d'usage en jaune, il a une rationalité qui est principalement la préservation des ressources. Étant donné que je ne pourrais pas économiser d'émissions a posteriori sur l'exploitation, comment est-ce que je fais pour conserver les ressources et donc optimiser au maximum ce budget qualité d'usage? C'est typiquement ce qu'on a vu sur l'opération de séquence avec beaucoup d'éléments conservés. Donc, une part du conservé qui était certes importante, plus importante que les autres, mais en fait une part importante sur un total qui était un petit peu plus faible parce que justement, il y a eu cette volonté d'optimiser la qualité d'usage. À l'inverse, sur des projets avec changement d'usage, des contraintes un petit peu différentes. Sur la partie investissement énergétique, sur ce deuxième budget, on l'a dit, la rationalité principale, faire baisser les émissions en exploitation. Et une deuxième chose importante, en réalité, c'est que ce budget investissement énergétique, il a aussi une rationalité économique. Et quand on optimise ce budget matériaux investissement énergétique, on vient optimiser les émissions carbone
en ACV et on vient aussi optimiser la facture, ce qui explique notamment qu'on observe cette rationalité-là sur le projet de séquence bailleur social qui nous a aussi dit que ça consistait effectivement en un des objectifs principaux, cette rénovation énergétique, de pouvoir faire baisser la facture des occupants. Merci Paco. Message clé numéro 2. L'ADN du hub, c'est de révéler les ordres de grandeur. Donc c'est quand même difficile de ne pas voir l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine, il y a quand même les projets où on sort des énergies fossiles et les autres projets. C'est ce qu'on a vu au travers des différentes études de cas, c'est-à-dire que quelle que soit la typologie et la nature de projet, on se rend bien compte que quand on était sur un vecteur fossile et qu'on sort du fossile, il se passe un truc de dingue en analyse de cycle de vie. C'est essentiel de le rappeler. Alors ça pose différentes questions néanmoins qu'on veut partager avec vous. La première, c'est que bien souvent, on va avoir plutôt un intérêt à travailler l'enveloppe du bâtiment pour des raisons patrimoniales et de valeur de l'actif, pour des raisons de qualité d'usage et de confort d'usage. Évidemment, quand on travaille l'enveloppe, on va amener le bâtiment à un niveau de confort intéressant ou lutter contre la précarité énergétique. En tout cas, l'enveloppe permet de faire ça et diminuer la facture. Quand on isole un bâtiment, quand on travaille sur de la sobriété intrinsèque d'usage, on diminue la facture. Donc c'est clair que c'est le réflexe premier d'aller vers ça. Nous, en fait, le discours qu'on a, c'est de dire qu'à partir du moment où il y a des matériaux mobilisés, voire une débauche de matériaux mobilisés, c'est impensable de ne pas se poser la question de la sortie des énergies fossiles, ou en tout cas à l'aune de nos enjeux de décarbonation. C'est plutôt ça le message qu'on voulait porter aujourd'hui. Vu les ordres de grandeur, ça nous semble un réflexe essentiel à avoir quand on a une rénovation. On peut et donc on doit se poser la question, puis-je sortir des fossiles, parce qu'on voit que c'est extrêmement structurant sur l'impact. Ayant en tête que malheureusement, assez souvent, la sortie des fossiles ne va pas beaucoup impacter la facture énergétique. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois ça se pose, la question se pose, voilà, est-ce que je priorise ce changement de vecteur? En tout cas, nous, voilà, la recommandation qu'on avait envie de faire, c'est ayons ce réflexe de se poser la question de la sortie des fossiles, parce que ça change l'intégralité du questionnement. Voilà pour le message clé numéro 2. On enchaîne. Le message clé numéro 3, on en a parlé, j'en ai un petit peu parlé, c'est que l'un des objectifs au final de se poser la question du carbone, c'est de réfléchir au seuil. On a vu que c'était, enfin on a vu et on commence et on continue à voir que dans le neuf, c'est relativement simple, on essaye d'optimiser d'un côté la matière, d'optimiser l'énergie, parfois les choses se mélangent un peu, mais globalement, ça fonctionne assez bien. Ce qu'on voit dans la rénovation, est-ce que entre le message en lien avec le message de Paco et le message clé numéro 1, c'est qu'on sent bien qu'il y a, quand on travaille les sujets énergétiques, on ne peut pas faire de manière complètement indépendante de la matière qu'on y met. Et en plus, ce qu'on voit, ce que montrent les chiffres que vous voyez ici, c'est qu'en plus, on sent bien qu'il y a, quand on fait la somme des deux, il y a des écarts qui ne sont pas énormes. Si on devait imaginer des seuils sur la partie énergie, on a des écarts énormes. On a parlé d'un facteur 10. Donc, à un moment donné, comment est-ce qu'on peut qualifier une rénovation énergétique en parlant que de l'énergie, entre les très légères, les très fortes, avec à chaque fois ce sujet de la matière qu'on met pour faire cette réduction. Donc, on sent bien, à la fois dans les chiffres et dans la philosophie, que si on devait imaginer un seuil, il y aurait une espèce de métrique qui pourrait être la somme de l'énergie et la matière, avec voilà, ce qu'on pourrait dire ici, par exemple, c'est qu'on sent bien que, mis à part le sujet patrimonial, qui est un sujet à part et on y reviendra, on pourrait avoir une espèce de seuil autour de 700 kg, malgré la diversité des usages et des projets. Alors, vous allez nous dire, effectivement, c'est un projet dans chaque thématique. C'est peut-être pas tout à fait valable comme chiffre, mais en tout cas, la logique, on sent bien qu'il y a une logique intrinsèque qui fonctionne bien. Et le pendant de ces 700 kg, on voit aussi qu'on arrive à un TRC autour de 30 ans et qu'on verra aussi dans les scénarios futurs qu'on peut même encore le baisser. Ça fera partie des enseignements qu'on verra après. Donc voilà, cette double logique des deux budgets entraîne deux potentiels indicateurs, un sur la qualité d'usage et un cumuler l'énergie et la matière liée au budget énergétique. Merci Guillaume pour ce focus sur la partie donc budget énergie. Et du coup, je vais enchaîner avec la seconde partie dont je parlais dans le message client qui concerne plutôt la qualité d'usage.
en parlant d'un élément qui est vraiment intrinsèquement lié à l'ADN de la rénovation, qui concerne la conservation des éléments existants. On s'est rendu compte vraiment dès le départ que ça constituait effectivement un enjeu fondamental pour la rénovation que de savoir conserver l'existant, mais surtout que pour pouvoir la mettre en œuvre, ça nécessite un changement de paradigme assez propre à la rénovation, en comparaison notamment de ce qu'on sait faire en neuf. On vous remet sur la partie gauche, là, les budgets qualité d'usage et la partie budget matériaux liés à l'énergie. Ce qui m'intéresse ici dans ce graphe-là, c'est surtout de voir que, comme on se le disait tout à l'heure, le budget qualité d'usage, il est clairement non négligeable. Et l'enjeu principal, en fait, sur ce budget-là, encore une fois, étant donné qu'il n'est pas du côté de la réduction des émissions en exploitation, mais qu'il y a quand même un enjeu à assurer un confort et une qualité d'usage du bâtiment, et ben cet enjeu-là, il consiste principalement à savoir comment conserver l'existant. Et au fur et à mesure des travaux qu'on a menés, on a identifié deux axes principaux. Le premier, donc si on passe sur la droite de la slide, c'est en fait de passer d'une logique qui serait de lister et de quantifier précisément l'ensemble de l'existant que l'on a à disposition, à une logique qui va être de vraiment réussir à qualifier la qualité d'usage justement des matériaux existants pour pouvoir en qualifier en fait le potentiel de conservation. Ça, si on veut, c'est passer du diagnostic PEMD qui a apporté beaucoup de choses dans cette prise en compte de ces éléments existants et de ce qu'on en fait une fois qu'on les déconstruit, vers un diagnostic que là donc on appelle le diagnostic ressources, qui aille plus loin et qui pose vraiment la question de la conservation et du réemploi dans le détail sur l'ensemble des lots. Ça, c'est la première chose et ça nous a bien été confirmé par les différents porteurs de projets et les différentes maîtrises d'ouvrage qui, pour certaines, s'emploient déjà à avoir ce diagnostic ressources de manière automatique pour pouvoir valoriser au maximum cet existant-là. Et puis ensuite, ça a été dit, et tout à l'heure, Arnaud, côté projet La Poste Immobilier, faisait le lien. On identifie également trois grands piliers qui nous semblent absolument centraux pour assurer cette conservation de l'existant. Ces trois piliers, si on essaie de les résumer en trois mots, assurance, fiscalité et changement de paradigme. Sur le côté assurabilité, je pense que c'est assez clair pour différentes personnes qui nous suivent depuis longtemps et qui suivent notamment aussi le booster du réemploi qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est un sujet qui est connu. Il faut qu'on ait une certitude d'assurabilité des produits qu'on conserve et qu'on réemploie, notamment en réemploi sur institut. Le sujet de la fiscalité, on l'a traité tout à l'heure. Je pense que vous l'avez compris. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir ce petit coup de pouce fiscal sur des opérations qui sont effectivement très performantes environnementalement parlant et qui veulent porter ce levier de frugalité avec la conservation de l'existant. Et le dernier, je ne vais pas m'étendre dessus trop longtemps parce que Guillaume en reparlera à la fin, mais c'est vraiment ce changement de paradigme qui est intrinsèque à la rénovation et qui fait que si on veut effectivement pouvoir conserver l'existant, il faut que cette conservation, ce soit la donnée d'entrée du programme et pas l'inverse. Il ne faut pas qu'on définisse un programme et qu'on essaie de se poser la question ensuite dans ce cadre contraint de quels sont les éléments qu'on arrive effectivement à garder. Et ça, les retours aussi qu'on a des maîtrises d'ouvrage, c'est que pour pouvoir faire tout ça, il faut être accompagné des maîtrises d'œuvre compétentes. Il y en a beaucoup. Et ces maîtrises d'œuvre compétentes, ça leur demande du coup des compétences en plus, potentiellement du temps en plus. Et donc, il faut aussi être à même de mettre le budget qui va avec l'ambition qu'on a d'assurer cette conservation de l'existant, une rénovation performante et frugale, et de mettre en avant les compétences des MOE sur ce changement de paradigme, parce que la rénovation, c'est plus que simplement mettre un programme neuf dans une boîte existante, comme on le verra par la suite. Donc le message clé 5 et qui pour le coup assez évident vu que ça a été bien montré par toutes les équipes et tous les chiffres, c'est les lots techniques. Avec le double sujet qui a déjà été un peu décrit, c'est que les lots techniques à la fois c'est très impactant en matière et contrairement au neuf, hein, vous avez peut-être, ou en tout cas vous n'avez peut-être pas tous en tête, mais dans le neuf on dit souvent les lots techniques c'est 1/3 du bilan carbone. Ici, on fait presque multiplier par 2 en termes d'impact. On est plutôt aux alentours de 60% pour les lots techniques. Donc, on a cette matière qu'on met et en plus, le lot technique, c'est un lot qui permet de décarboner, en tout cas qui permet de décarboner l'énergie ou de la réduire les consommations d'énergie. Donc, on a vraiment ce double enjeu et on arrive au fait de dire que c'est le sujet majeur. Jusqu'à présent, et on l'a vu avec l'Aéro 2020, c'est que les lots techniques, c'était pas encore tout à fait un sujet qui était mis sur le devant de la scène. Pour les projets les plus avancés qu'on a vus au sein du Hub, c'est on commençait à sérieusement se poser les questions. C'est quand on arrivait au seuil 2028-2031, où finalement, quand on veut atteindre ces seuils, on est obligé de toucher, de regarder les lots techniques. Sinon, on a des difficultés à passer les seuils en touchant que les autres lots.
Là, c'est d'ores et déjà, si on veut décarboner la rénovation, il faut qu'on se pose la question. Donc, alors ça tombe plutôt bien, hein, je profite pour faire un peu d'autopromotion. On a sorti il y a quelque temps un brief sur l'équation coût-carbone des lots techniques où on explique justement toutes ces histoires de lots forfaitaires, d'analyse détaillée. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que les leviers, globalement, même si on ne connaît pas encore tous les leviers, on en connaît quelques-uns, on sait globalement les pistes d'optimisation, hein, avec toujours le duo consommer moins, consommer mieux. On peut se poser la question du low-tech, hein, ça a été dit à un moment donné, un projet qui est passé de ventilation naturelle à ventilation mécanique. Voilà. Après, il y a le sujet qui a été aussi un peu abordé des fluides frigorigènes. Et surtout, il y a aussi un enjeu de réemployabilité. On imagine bien que le réemploi d'une gaine, c'est plutôt quelque chose d'assez facile et évident, intellectuellement parlant, et donc c'est toute la méthode qui doit être mise en place pour pouvoir le faire. Donc, on pouvait jusqu'à présent, et là je peux prendre ma casquette architecte en disant les lots techniques, c'est pas mon sujet. En fait, en rénovation, les lots techniques, c'est mon sujet, parce que c'est comme ça que je vais réussir à décarboner les bâtiments. Je rebondis rapidement là-dessus avec un message clé 5 bis. Alors bis un peu à deux titres, hein. C'est la continuité dans un premier temps de ce que vient de dire Guillaume. Et puis bis parce que si vous nous suivez depuis un moment et Guillaume vient d'en parler, vous allez voir qu'en fait c'est un message clé qu'on avait déjà issu des premiers travaux sur les équations coût-carbone des lots techniques, donc justement dans le cadre du neuf. En fait, si on veut venir décarboner ces lots techniques avec toutes les ambitions qu'on a portées tout à l'heure et que les maîtrises d'ouvrage et leurs maîtrises d'œuvre puissent s'emparer des leviers qu'on a définis, il va effectivement falloir qu'en contrepartie, on ait la donnée qui soit disponible et qui soit massifiée. Donc, on a refait un petit exercice de regarder notamment le nombre total de fiches. La première chose, c'est que c'est quand même vraiment impressionnant. On a une base de données en France qui s'enrichit très rapidement. Et ça, c'est un très bon point. On a plus de 5000 fiches aujourd'hui. Si on fait un petit exercice ensuite de regarder la part de ces fiches qui concernent des équipements, donc ce qu'on appelle plutôt les PEP, hors données environnementales par défaut, hein, vraiment les fiches spécifiques et collectives, en fait, on se rend compte que la majorité des fiches sont encore plutôt sur les produits de construction, donc isolation, structure, cloisonnement, revêtement principalement, et on tombe plus qu'à moins de 20% des fiches qui concernent des équipements. Et si on continue cet exercice jusqu'aux équipements spécifiques de génie climatique notamment, donc le TCVC, en fait, hors données environnementales par défaut, on a à peu près 5% du total des fiches. Donc, on se rend compte que on vient de se dire que c'est un sujet central en rénovation et que potentiellement, il peut y avoir une contrainte sur la donnée. Alors, tout de suite, je prends un petit peu de recul. Le nombre de fiches n'est pas forcément représentatif de la capacité à représenter l'ensemble des produits disponibles sur le marché, notamment à travers des fiches collectives. Mais on se rend compte, à partir des retours d'expérience concrets des personnes concernées, quand il s'agit de quantifier ces lots techniques, que tout de même, ce premier indicateur reflète une difficulté réelle à venir quantifier les bons leviers d'action sur la partie CVC. Donc, on salue très largement le nombre de fiches qui continue d'augmenter et il y a encore du chemin à parcourir et ce travail-là, il est vraiment important pour s'assurer que la décarbonation, notamment de la rénovation, mais également du neuf, puisse se faire de façon optimale. Merci Paco. Le dernier message clé, vous avez tenu quasiment jusqu'au bout. C'est peut-être le message clé à la fois le plus évident et en même temps le plus compliqué. C'est un message évident, en tout cas pour tous les architectes qui pratiquent et tous les ingénieurs qui pratiquent la rénovation, c'est presque un métier à part. Comme on l'a écrit, c'est absolument, on ne peut pas appliquer des recettes du neuf sur la rénovation. On remarque que chaque projet de rénovation est presque un cas unique. Donc, c'est toujours compliqué d'essayer de faire des synthèses sur les rénovations et beaucoup de sujets de rénovation, c'est justement comment on arrive à massifier. Je voudrais juste revenir un tout petit peu, et je vais expliquer ça, mais avant ça, je voudrais revenir un tout petit peu sur les aspects patrimoniaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voit bien que le patrimoine et pour l'instant, on n'a pas d'explication assez claire s'il faut intégrer de fait le changement d'usage ou si le changement d'usage est un cas similaire au patrimoine. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
on commence à voir plutôt une trajectoire, des ambitions, des seuils, des leviers qui arrivent pour les 3 projets logement, université et bureaux. Les sujets du patrimoine, on a vu que c'est un bilan carbone important. Et on comprend bien pourquoi un bâtiment patrimonial a énormément de contraintes, beaucoup plus qu'un bâtiment standard. On doit prendre soin de ses façades, on ne peut pas tout faire comme on veut, et pour des très bonnes raisons. Hein, on ne va pas gâcher le patrimoine, l'haussmannien, on ne va pas s'amuser à l'isoler par l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de contraintes, il y a aussi toujours des sujets de hauteur sous plafond, le type de matériaux qu'on peut mettre, etc. Une fois qu'on a dit tout ça, cette somme de contraintes, quand on essaye de la résoudre, quand on fait des projets, on voit bien que la réponse, c'est à la fois en étant assez frugal, et là où on met des matériaux, on met plutôt des matériaux qui sont plutôt carbonés et avec des réponses qui forcément vont donner des grandes hauteurs sous plafond, donc des cloisons énormes, avec du coup des montants énormes pour ces cloisons. Et il faut utiliser ce budget-là. On n'est pas en train de dire qu'il faut abandonner le patrimoine. Ce qu'on est en train de dire, c'est que ça nécessite un budget spécifique. On ne peut pas fonctionner de la même manière dans des projets un peu plus standards et dans le patrimoine. Donc, au tout début, si vous vous souvenez, l'un des premiers messages clés qu'on a dit avec Eugénie, c'est qu'il faut un budget spécifique pour les matériaux, pour la rénovation. On pourrait presque dire que pour le patrimoine, il faut qu'il y ait un budget spécifique. On pourrait très bien imaginer que là, dans la stratégie nationale bas carbone, tout le monde fait des efforts et tout le monde tend vers la réduction du bilan carbone. Et la question, c'est est-ce que peut-être que le patrimoine est dans un budget flat, c'est-à-dire il n'y a pas de réduction carbone parce qu'il y a trop de contraintes et ça fait partie du patrimoine français. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre sur la partie patrimoine. Et du coup, on sent bien qu'il y a presque des projets de thèse à lancer là-dessus et qu'il y a tout un champ à investiguer, mais qui nécessite l'inclusion des architectes des bâtiments de France, des ministères ad hoc, etc. Si je reviens un tout petit peu, et je ne vais pas essayer de m'étendre parce qu'on arrive au bout, mais j'ai un peu tout résumé, c'est que la rénovation va nécessiter des compétences, des méthodes, tout un cheminement particulier. On le voit d'ailleurs, hein, il y a beaucoup d'architectes qui maintenant sont spécialisés dans la rénovation. Il y a des membres du Hub qui font presque que de la rénovation, qui sont des gens tout à fait excellents, exceptionnels. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que maintenant, il faut que tous les architectes, tous les ingénieurs intègrent cette notion avec la complexité où on parle de nouveaux budgets, de qualité d'usage, etc. Donc, la méthode est différente, tout est plus compliqué, mais la bonne nouvelle, c'est compliqué, mais on voit qu'on sait décarboner la rénovation. Donc, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est on sait faire des choses, on peut décarboner, c'est plus compliqué, mais alors même encore une fois, là j'ai la double casquette, c'est généralement, j'aime bien dire que plus c'est compliqué, plus c'est des projets intéressants, hein, les projets sur lesquels on ne réfléchit pas, c'est plutôt des projets ennuyeux. Je vais laisser la main à la conclusion à Christophe pour essayer de synthétiser ces deux... Ah non, pas de synthèse. Non, je vais t'en faire un petit mot conclusif. Pour tout vous dire, en fait, on vous a épargné des débats très longs et parfois douloureux qu'on a eu dans le cadre du Hub, parce qu'on s'en est posé des questions. Il y en a certaines d'ailleurs qui ont été retranscrites là, dans la fenêtre de questions, notamment quand on a commencé nos travaux, on se posait pas mal de questions quasi métaphysiques. Celle qui revenait tout le temps, c'était oui, mais si on a posé un matériau hier et que la rénovation est aujourd'hui, le matériau il a été posé hier quand même. Donc il faut absolument mettre des pénalités carbone, etc. Donc, il y avait tous ces débats-là qui au final nous emmêlaient dans des débats méthodologiques et freinaient finalement la prise de recul sur les ordres de grandeur. Donc c'est pour ça qu'on a fini par se dire prenons une méthode commune, comptons tout, mettons-nous autour de la table et voyons qu'est-ce qui ressort en rang 1. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de partager avec vous aujourd'hui. Donc, désolé pour tous ceux qui ont posé des questions sur les amortissements, sur les modules A, B, C, D, etc. Bref, tous nos sujets préférés. On pourra en reparler en tête-à-tête si vous le souhaitez, mais comme on a déjà eu des heures de débat dans le Hub, on a essayé surtout de faire quelque chose de pragmatique vu d'un maître d'ouvrage. Vu d'un maître d'ouvrage, on se rend compte quand même qu'en rang 1, le potentiel de faire baisser l'impact carbone de l'énergie est quand même un paramètre de rang 1. C'est quand même un paramètre de rang 1. Donc, quand on arrive sur un projet, on a quand même la tentation de penser que dis-moi ton impact carbone énergétique, dis-moi si on peut sortir des fossiles ou pas, et je te dirai si ça sent bon. Voilà. C'est quand même la tentation qu'on a aujourd'hui.
en paramètre de rang 2, on sait que la conservation des matériaux est quelque chose de super important. Mais il nous semble qu'elle est en rang 2. Et elle pose la question du paradigme, puisqu'on l'a vu, c'est pas parce qu'on a fait un direct EMD qui est chargé sur une GED qu'on a fait le boulot. Il y a vraiment une reconfiguration de comment je peux partir de l'existant pour imaginer mon programme immobilier. Mais on s'est permis, hein, ça choquera peut-être certains d'entre vous, mais de le mettre en paramètre de rang 2. Puisqu'on voit qu'en ordre de grandeur, hein, désolé, mais c'est vraiment l'énergie qui fait quand même l'équation globale. Et puis, et finalement, en activant ces leviers-là, le dernier paramètre, finalement, c'est la maîtrise de l'impact carbone des matériaux. Parce qu'une fois qu'on a essayé de diminuer au maximum l'énergie et qu'on a conservé au maximum l'existant, là, on arrive à des bons vieux sujets qu'on connaît avec la RE 2020 qui est maîtrisé au maximum. Et là, on a bien vu qu'il y avait quand même l'importance de dissocier ce qui relève de la qualité d'usage de ce qui relève du budget énergétique. Donc voilà les premiers enseignements. Et je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions. Par exemple, j'ai lu dans la fenêtre de chat, on n'est pas si loin que ça d'une ACV classique d'un bâtiment neuf. Pas faux. Pas faux, hein, l'intuition première de dire on regarde la structure, on va économiser un tiers de lycée construction. Elle n'est pas idiote, mais quand on rajoute lycée énergie, qu'on raisonne au global, d'un seul coup, il y a une équation qui est un peu plus complexe. Et c'est pour ça que la prochaine étape, et du coup, désolé, mais on va vous laisser avec un peu, je l'espère, l'eau à la bouche, c'est qu'on s'est posé la question de comment pousser les curseurs pour avoir un impact environnemental et une équation économique beaucoup plus optimisée. Et on s'est même posé la terrible question de est-ce que ça n'aurait pas été mieux de tout raser, de tout refaire à neuf? Voilà. Pas d'élément de réponse à ce stade. Encore une fois, le hub, c'est avant tout du terrain, de la réflexion avant d'avoir du dogme. Donc, pas de dogme. Voilà où on en est à date. On a essayé de partager avec vous modestement les grands enseignements qu'on avait. Mais on n'a absolument pas dit notre dernier mot. N'hésitez pas à nous aider. Vous pouvez rejoindre le hub si vous le souhaitez. Si vous avez envie d'avoir les débats métaphysiques sur la fiscalité et sur les amortissements de matériaux, rentrez dans le hub. Ce sera encore plus simple qu'assister au webinaire public. Et on peut passer à la dernière slide. Parce que je sais que tout le monde s'est dévoré de cette slide, je n'ai pas besoin de la commenter. On vous propose donc deux prochaines dates. Du coup, on se retrouvera en février 2024 pour les plus courageux d'entre nous pour investiguer comment aurions-nous pu aller beaucoup plus loin dans l'équation coût carbone. Et vous verrez qu'on a réussi à faire baisser les ACV avec des euros qu'on vous communiquera et on regardera les leviers qu'on a employés. Et donc, on allait taquiner le neuf, hein, puisqu'il y a quand même un peu la question sous-jacente de est-ce que je suis meilleur que le neuf. Et puis, on fera un dernier webinaire où on prendra du recul et on essaiera d'apporter des éléments de réponse de comment guider mes réflexions neuf versus réno, sachant qu'il n'y a pas que le carbone dans la vie, hein. Il y a aussi des enjeux patrimoniaux, il y a aussi des bilans qui doivent tourner. Bref, on va essayer de conjuguer un peu tous ces critères et puis de vous partager ce qu'on a compris. Voilà où nous en sommes. On arrive à la fin du webinaire. On essaie de répondre au maximum de questions. Désolé parce que je sais qu'on n'a pas répondu à toutes. Mais voilà, en tout cas, restons en contact. Et je pense qu'on a à peu près tout dit. J'ajouterais juste que pour toutes les questions auxquelles on n'a pas réussi à répondre dans le chat, il va y avoir un brief grand public qui va être publié d'ici fin décembre. Donc vous trouverez la majorité des réponses à vos questions dans ce brief et encore plus de réponses à vos questions dans le brief qui est dédié uniquement aux membres du hub pour les détails. Yes, voilà, on s'est tout dit. Et du coup, si on ne se revoit pas, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Allez-y mollo, il y a aussi la santé, hein, il n'y a pas que le travail. Il y a le confort. Surtout pour qu'on puisse se retrouver en bon état, motivé l'année prochaine. Voilà. Un grand merci à tous les maîtres d'ouvrage, tous les maîtres d'œuvre, tous les experts, tous les fiscalistes, tous les ingénieurs, les consultants, les architectes, les bureaux de contrôle, oh là là, je n'arrive pas à faire toute la liste. Bref, tous les gens qui nous ont aidés dans la bonne humeur, je l'espère, et puis surtout dans un esprit de faire passer l'action avant les réflexions métaphysiques, même si des fois on en a quelques-unes quand même. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir.